Je suis un garçon de 17 ans, originaire d'Angleterre. Quand cela s'est produit, j'avais 16 ans, et c'était en décembre de l'année dernière. Mes amis et moi vivons dans un petit village, situé à environ 32 km au sud de Manchester. À seulement 2 minutes en train de chez nous se trouvait un plus grand village, que nous visitions fréquemment, car nous y allions à l'école, et il y avait aussi plus de choses à faire. Notre petit village n'offrait pas vraiment grand-chose pour un groupe de jeunes de 16 ans excités. Dans le plus grand village, il y avait un vieux bâtiment de bureaux abandonnés, situé à environ 5-10 minutes à pied du centre du village, où se trouvaient tous les magasins. Le vieux bâtiment était assez effrayant à regarder la nuit. Chaque étage était identique. Un vaste espace de bureaux avec à droite un escalier menant à une cage d'escalier à l'arrière, et à gauche les toilettes et diverses autres pièces secondaires. Nous nous sommes faufilés à l'intérieur par une fenêtre cassée, que nous avons ensuite recouverte pour que personne ne sache que nous étions là. Une fois à l'intérieur du bâtiment, la première chose que nous faisions était de monter sur le toit pour avoir une vue plongeante du village en bas. Un soir, mes 3 amis et moi avons décidé de jouer à cache-cache dans le vieux bâtiment. Les règles étaient que ceux qui cherchaient devaient compter sur le toit et donner à ceux qui devaient les chercher au moins 5 minutes avant de descendre pour les chercher. Après plusieurs parties et quelques changements d'équipe, un ami et moi avons pensé que ce serait une bonne idée de nous cacher près de l'échelle pour que, lorsque ceux qui devaient nous chercher descendraient, nous puissions discrètement grimper et nous cacher sur le toit. Après être montés avec succès sur le toit sans nous faire repérer, nous y sommes restés pendant environ une demi-heure. Les 2 qui nous ont recherchés se sont finalement ennuyés et sont montés sur le toit où nous avons sauté pour les effrayer, juste pour rire. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» m'a demandé l'un d'eux. J'ai répondu que nous étions là depuis le début. Il m'a regardé, un peu confus, mais n'a rien dit de plus. Je n'y ai pas prêté attention. Nous avons donc décidé de jouer une dernière partie avant de partir. C'était notre tour. Nous avons démarré le chronomètre et les anciens chercheurs sont descendus de l'échelle. Une fois les 5 minutes écoulées, nous avons commencé notre recherche. Quand nous sommes arrivés en haut des escaliers, j'ai regardé dans l'un des grands bureaux principaux, d'où l'on pouvait voir l'escalier arrière, et j'ai vu l'un des cacheurs descendre les escaliers. J'ai pensé que j'allais être malin et prendre les escaliers principaux pour lui couper la route, et quand j'y suis arrivé, il avait disparu. 15 minutes plus tard, mon partenaire et moi commencions à nous ennuyer, à avoir un peu la chair de poule. Nous savions qu'ils étaient quelque part dans le bâtiment, car nous entendions constamment des bruits de pas, des portes qui se fermaient, des choses qui semblaient tomber par terre. Nous avons décidé de tricher et de FaceTime l'un des cacheurs. Quand mon ami a décroché, nous avons été horrifiés de voir des guirlandes de Noël à l'extérieur du bâtiment. Ils nous avaient abandonnés et tout ce que nous entendions n'était pas nos amis. Nous avons immédiatement raccroché et nous nous sommes regardés avant de filer à toute vitesse hors de là. Après nous être retrouvés avec les 2 autres, ils nous ont expliqué qu'ils avaient décidé de se venger de nous en pensant que ce serait drôle de nous laisser dans le bâtiment, sachant que quelqu'un d'autre était sûrement là, avec nous. Après nous être calmés, car j'étais totalement perturbé, nous avons parlé de ce que nous avions vu. Mon ami a expliqué que lorsqu'ils nous cherchaient, ils avaient vu quelqu'un dans la cage d'escalier arrière et avaient aussi entendu des voix. Ils ont commencé à entendre des portes s'ouvrir et se fermer ainsi que des bruits de choses tombant au sol. Quand ils ont réalisé que nous étions en réalité sur le toit, c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de nous le laisser et de faire cette blague. Je leur ai répondu que j'avais aussi vu une silhouette dans la cage d'escalier arrière et que nous avions également entendu exactement les mêmes bruits qu'eux. À ce jour, je n'ai toujours aucune idée de qui était là avec nous. Nous étions déjà allés plusieurs fois dans ce bâtiment sans jamais rencontrer ce genre de problème. Le fait qu'on ait joué à cache-cache pendant des heures, sans savoir qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un d'autre avec nous, me donne toujours la nausée. Le bâtiment a été démoli 1 mois après cet incident et il prévoit de le remplacer par un lotissement. Voici une photo de la façade du bâtiment, prise dans les années 90, quand le bâtiment était encore en service. Cette histoire est probablement la chose la plus étrange que j'ai jamais vécue, et à l'époque, cela m'avait vraiment perturbée. Je viens de la région de Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre. En juillet 2001, je travaillais à mon premier emploi dans un magasin de détail local, tout en préparant mes examens fiscaux du GCSE. J'avais 16 ans à l'époque. J'ai dépensé mes maigres premiers salaires pour acheter mon premier téléphone portable, un Nokia 3210. Au début, tout semblait assez normal et j'appréciais la nouveauté de pouvoir communiquer en déplacement et d'envoyer de petits messages. C'était jusqu'à ce que je commence à recevoir des appels manqués bizarres et en provenance du futur. Je recevais ces appels étranges, soit pendant mon service, soit juste avant qu'ils ne commencent. Lorsque je consultais les détails, je voyais toujours la même date et heure. Un appel manqué, sans numéro, le 31 décembre 2049,
le réveillon du Nouvel An, près de 50 ans dans le futur, à un moment où j'aurai 66 ans. Ces appels venaient toujours d'un numéro inconnu, ce qui était inhabituel même pour les téléphones portables des années 2000. La plupart des gens à qui je raconte cette histoire essaient de rationaliser en disant que la date du téléphone était simplement mal réglée, mais j'ai prouvé que ce n'était pas le cas en montrant que l'heure et la date du téléphone étaient correctes. J'aurais pu l'attribuer à une simple erreur technique si cela ne s'était produit qu'une seule fois, mais j'ai perdu le compte après qu'il se soit répété au moins 13 fois en l'espace d'un mois. Lors du 11e appel manqué, j'ai décroché dès qu'il a sonné. Lorsque j'ai répondu, j'ai entendu des bruits bizarres, presque comme des bruits d'aliens, une sorte de pépillement et de tourbillon d'un ancien modem, à connexion dial-up mais beaucoup plus avancée et organique. Malheureusement, c'était trop flou et distordu pour en saisir autre chose. J'ai cherché des explications rationnelles sur des forums, des salons de discussion et d'autres sites pendant quelques années, mais je n'ai trouvé aucune réponse. Les appels ont cessé autour de décembre 2001, mais la chose la plus inquiétante, c'est que chaque fois que je ratais un appel, j'avais une étrange sensation, comme si quelqu'un me surveillait de très près. Personne n'était jamais à proximité lorsque je me rendais compte que j'avais manqué un appel. Je me souviens d'avoir essayé de prendre des photos de l'écran pour en garder une trace, mais celle-ci était toujours invisible sur toutes les photos que j'ai prises, et cela sous n'importe quelle lumière. Et souvenez-vous, il y a 20 ans, nous n'avions pas de caméra intégrée au téléphone, et les captures d'écran n'existaient pas non plus. Alors qu'en pensez-vous ? Était-ce une erreur aléatoire ou mon futur moi essayait-il de me prévenir de quelque chose ? Est-ce que cela aurait pu être des extraterrestres ou une technologie de communication temporelle testée sur moi ? Ou peut-être était-ce juste un bug dans la matrice ? Tout ce que je sais, c'est que cela me paraissait très étrange à l'époque, comme si j'étais tombée par accident sur quelque chose que je n'aurais pas dû découvrir. Je tiens à commencer cette histoire en reconnaissant que la véracité ou la fiabilité des récits sur les asiles ou les patients psychiatriques échappés est souvent douteuse. La raison pour laquelle je suis sceptique à propos de ces histoires, c'est que les fermetures massives d'asiles ont commencé en 1967 et se sont poursuivies jusque dans les années 1980, avant d'être complètement commissionnées en 2015. Ainsi, j'éprouve un certain doute lorsque quelqu'un parle d'histoires effrayantes sur des asiles qui se seraient produites au cours des 2 dernières décennies. Cela dit, je vais partager mon histoire de manière factuelle, comme ma mémoire me le permet, et je m'abstiendrai d'exagérer quoi que ce soit. Je rendais souvent visite à mes grands-parents à Traverse City, dans le nord du Michigan, pendant les étés avec mes parents. Traverse City est un endroit magnifique, produisant 75% des cerises du monde, et était autrefois le siège de l'hôpital psychiatrique régional de Traverse City, qui a fonctionné de 1885 à 1989. Depuis que le gouvernement fédéral des États-Unis a officiellement reconnu la valeur historique de l'hôpital, les bâtiments sur son terrain sont protégés par des gardes de sécurité patrouillant régulièrement. L'hôpital psychiatrique de Traverse City était immense, comprenant 70 à 80 bâtiments de taille variée. Certains bâtiments ont été reconvertis en restaurants, magasins de souvenirs, attractions touristiques, cafés, etc. Mais de nombreux bâtiments restent vides et abandonnés. Sous l'hôpital se trouve un vaste réseau de tunnels en briques que le personnel de l'hôpital utilisait pour transporter les patients d'un bâtiment à l'autre pendant les hivers glacials. Je suis certain qu'il y a eu des cas où les patients ont subi des traitements cruels ou ont été pris en charge par des médecins incompétents, mais l'hôpital psychiatrique de Traverse City jouissait d'une bonne réputation. Beaucoup d'adolescents, moi y compris à l'époque, étaient fascinés sans honte par l'hôpital et son histoire. En conséquence, nous brisions souvent les fenêtres ou les portes verrouillées des bâtiments abandonnés pour y pénétrer. Bien qu'il y ait eu quelques cas où des adolescents aient été attrapés et accusés de violation de domicile, tant que nous étions discrets, que nous utilisions des entrées sûres et que nous faisions attention aux patrouilles des gardes, nous pouvions entrer et sortir sans souci. Je ne cherche pas à justifier ou à défendre mon acte criminel de violation de domicile, mais pénétrer dans l'ancien hôpital était presque une sorte de rite de passage pour les jeunes de Traverse City. L'intérieur de l'hôpital était terrifiant. Du vieux matériel et des meubles tachés et cassés, des sols et murs qui s'effritaient, des graffitis, des bruits étranges dans les bâtiments, et une obscurité totale dans les tunnels, sous-sol et étages inférieurs. Utiliser des lampes de poche était trop risqué avec les gardes en patrouille. Nous naviguions donc dans l'hôpital par mémoire et à l'aide des écrans de nos téléphones faiblement éclairés. Comme vous pouvez l'imaginer, nos jeunes esprits effrayés laissaient libre cours à toutes sortes d'histoires effrayantes, ce qui est assez ironique, car la plupart de ces histoires étaient inventées de toutes pièces par nous. Malheureusement, lors de ma dernière visite à l'intérieur de l'hôpital, j'ai vécu quelque chose qui m'a tellement terrifiée que j'ai juré de ne jamais y remettre les pieds. L'histoire se déroule vers 22h. La lumière de la lune était faible et la plupart des gardes étaient partis pour la journée.
Mon ami Jason et moi sommes rentrés par la même fenêtre que d'habitude et avons suivi notre chemin habituel jusqu'à l'une des grandes flèches du bâtiment pour nous asseoir près des fenêtres, d'où nous pouvions voir toute la ville. Il y avait une seule différence par rapport aux autres expéditions. Une odeur fumée et inexplicable. Ce n'était pas une odeur de feu, mais plutôt quelque chose qui ressemblait à de l'encens. L'odeur était si faible que nous avons presque cru l'imaginer, mais elle est devenue plus forte à mesure que nous approchions de notre destination. Au lieu de prendre les escaliers pour monter à la flèche, nous avons suivi l'odeur jusqu'à un autre couloir, jusqu'à ce que nous atteignions une pièce d'où émanait une lueur rouge profonde. Plutôt que de prendre la sage décision de fuir immédiatement, nous avons cédé à l'envie d'aller plus près pour enquêter. Lorsque nous sommes arrivés à la porte, j'ai poussé un cri de surprise et j'ai senti la poigne de Jason sur mon poignet si fort que ses ongles ont laissé des marques sur ma peau. Nous avons trouvé un grand cercle de bougies votives rouges et d'encens brûlant, entourant un dessin de pentagramme avec un sigil de Baphomet au centre. Dans le dessin se trouvait un oiseau mort, sanglant, entouré de plumes noires. Gardez à l'esprit que j'ai été élevé dans une famille profondément catholique, donc voir cette image m'a rempli d'une peur bien plus forte et paralysante que n'importe quelle apparition de fantôme n'aurait pu. Plus tard dans la nuit, Jason m'a dit que je m'étais immédiatement mise à murmurer des prières, mais je ne me souviens pas d'avoir fait cela. Je ne serais pas trop surpris cependant. Tandis que la durée de ce moment semblait infinie, je ne sais pas combien de temps nous sommes restés là, à regarder cette scène occulte avant d'entendre une voix grave et menaçante derrière nous qui disait « Bienvenue mes amis ». Je vous promets qu'il n'y avait absolument rien d'aimable dans la façon dont cet homme nous a salués. Jason et moi avons hurlé de terreur, et nous nous sommes retournés pour voir deux hommes adultes bien habillés, mais ayant l'air un peu nerveux, nous sourire. L'homme devant moi tenait quelque chose dans ses mains, et bien que je ne puisse pas dire avec certitude ce que c'était, je me souviens d'avoir pensé que c'était un couteau, ce qui ne serait pas une idée farfelue étant donné qu'il venait de sacrifier un oiseau, ou du moins ce qui ressemblait à un vrai oiseau. Jason et moi avons sprinté à toute vitesse, et j'ai senti les doigts de quelqu'un agripper le dos de ma chemise. Heureusement, la main de l'occultiste n'avait pas une prise solide sur moi, car je me suis baissée et j'ai réussi à m'échapper de son emprise. Les hommes nous ont crié de nous arrêter, ce que nous n'avons évidemment pas fait. Nous avons entendu leurs pas qui se précipitaient derrière nous pendant un moment, mais heureusement, Jason et moi avions tellement pénétré dans l'hôpital qu'on courait sans difficulté dans les pièces sombres, les couloirs et les tunnels. Lorsque nous avons finalement atteint et franchi la fenêtre par laquelle nous nous étions échappés, les occultistes n'étaient ni vus ni entendus. Nous avons continué à courir à travers le terrain de l'hôpital jusqu'à ce que nous atteignions la voiture de Jason, sans nous soucier des gardes de patrouille. Nous aurions préféré être attrapés par les gardes que par les occultistes. J'ai vomi 2 fois sur le parking, sans savoir si c'était dû à la peur, à la course effrénée sur une distance d'1,5 miles ou à une combinaison des deux. Je ne sais pas ce qui se serait passé si les occultistes nous avaient attrapés, mais je sais que ça n'aurait pas été pour chanter Kumbaya autour des bougies. Je ne suis pas familier avec les pratiques occultes ou les rituels sataniques, donc je ne sais pas ce que ces hommes essayaient de faire, ou s'ils cherchaient à invoquer quelque chose. Jason et moi n'y sommes jamais retournés pendant cet été, ni pendant aucun des étés suivants. Bien que nous ne soyons plus proches aujourd'hui, en tant qu'adultes, je sais que cette expérience terrifiante restera gravée dans nos mémoires à jamais. Cet événement s'est produit au début de l'année 2022. Mon petit ami et moi étions partis en week-end dans une ville, à environ 5 heures de route pour assister à un Comic-Con. J'étais très excitée, car c'était la première fois que je participais à un meet and greet, en plus de simplement explorer une ville dans laquelle nous n'étions jamais allés auparavant. Cependant, l'excitation allait bientôt se transformer en malaise. Après la longue route et un peu d'exploration, nous étions épuisés. Nous avons décidé qu'il valait mieux nous enregistrer à notre hôtel. Nous avions beaucoup de choses à transporter, car nous ne voulions pas laisser nos achats dans la voiture pour ne pas tenter un voleur. Nous avons donc dû faire 2 allers-retours entre la voiture et la chambre. Une fois enregistrés et munis de notre numéro de chambre et de nos clés, nous avons commencé à chercher notre chambre. On nous avait attribué une chambre à l'autre bout du bâtiment. En marchant dans le couloir pour déposer nos affaires, nous avons passé une porte très proche de la nôtre, qui dégageait une odeur horrible. Nous nous sommes regardés avec un air dégoûté. L'odeur ressemblait à celle d'un animal mort, mais nous n'y avons pas prêté plus d'attention et avons continué à déposer nos affaires dans notre chambre. Lorsque nous sommes ressortis pour repartir à l'extérieur, la pièce était toujours aussi proche de la nôtre, seulement à 4 portes de distance, et nous n'avions pas à marcher bien loin avant de commencer à entendre des cris. La voix semblait être celle d'un enfant. Au début, nous avons pensé que c'était simplement un enfant turbulent qui faisait une crise, mais en écoutant de plus près, nous avons compris les mots qui étaient hurlés. « Éloigne-toi de moi !» À ce moment-là, notre inquiétude a augmenté. Cela aurait pu être un enfant qui faisait une crise, non ? Puis est venu le cri déchirant,
L'horrible cri qui continue de me glacer le sang encore aujourd'hui. Ce cri nous a arrêtés net devant la porte. Nous nous sommes regardés, terrorisés, après avoir entendu de telles choses, sachant tous les deux que des histoires de trafic d'enfants circulaient souvent. C'est à ce moment-là que j'ai pensé au pire. Nous ne savions pas quoi faire. Devions-nous frapper à la porte et risquer de nous mettre en danger? Appeler la police? Ou simplement en informer la réception de l'hôtel? Mon petit ami a immédiatement écarté la première option. Il n'aurait jamais voulu me mettre en danger ou me laisser me mettre dans cette situation. Nous avions aussi laissé nos téléphones dans notre chambre, ce qui était une erreur, je sais, mais nous comptions juste aller à la voiture et revenir rapidement. Nous n'avions donc que la troisième option, informer la réception de l'hôtel. Normalement, j'ai une grande anxiété, et il m'est difficile de parler à des inconnus, mais je me suis dirigée directement vers le responsable de la réception pendant que mon petit ami allait chercher le reste de nos affaires dans la voiture. Je lui ai expliqué tout ce que nous avions remarqué, tout ce que nous avions entendu et à quel point nous étions préoccupés. Elle m'a demandé quel numéro de chambre cela concernait. Lorsque je lui ai donné le numéro, elle a semblé hésiter. Je pouvais dire qu'elle allait dire quelque chose qui allait encore plus m'inquiéter. Et j'avais raison. Elle m'a dit que ce n'était pas la première fois que des plaintes étaient faites à propos de cette chambre. Les occupants y séjournent depuis presque 1 mois. Ils avaient expliqué que leur maison était en réparation, mais elle semblait avoir des doutes à ce sujet. Elle m'a aussi dit qu'aucune femme de ménage n'était allée nettoyer la chambre, car ils étaient toujours à l'intérieur et avaient mis la pancarte « Ne pas déranger », afin que personne n'entre. Ce qui était encore plus perturbant, c'est que je n'étais pas la seule à avoir signalé des inquiétudes au personnel de l'hôtel à propos de ses occupants. D'autres clients s'étaient plaints des odeurs provenant de la chambre, ainsi que des bruits d'enfants qui semblaient faire des crises ou se comporter de manière indisciplinée. À ce moment-là, le responsable semblait commencer à se poser des questions sur les rapports qu'elle avait reçus. Juste à ce moment-là, mon petit ami est revenu dans le hall, avec le reste de nos affaires, pressé de retourner à notre chambre. Je suis allée avec lui, mais avant de partir, j'ai demandé à la réception ce qu'il fallait faire. Elle ne pouvait pas me donner de réponse. Elle a promis qu'elle allait faire une vérification de bien-être dans la chambre. Cette promesse ne m'a absolument pas rassurée, et en entrant dans notre chambre, j'ai commencé à pleurer, submergée par un sentiment de terreur. L'enfant pouvait très bien être en train de faire une crise, mais et si c'était bien plus grave que cela? Et si cet enfant était en train d'être blessé et que je ne faisais rien pour l'aider? Mon petit ami, voyant à quel point cela me perturbait, m'a suggéré d'appeler la police, si cela pouvait me rassurer. J'étais partagée. Je voulais le faire, mais je ne savais pas si j'avais le droit d'agir ainsi, étant donné que je n'étais pas sur ma propre propriété. C'est alors que mon esprit, toujours en train de tout analyser, se mit à réfléchir aux politiques de l'hôtel. Tandis que je me débattais avec ces pensées, nous avons soudainement entendu des sirènes qui se rapprochaient de la route et qui semblaient s'arrêter juste devant l'hôtel. Nous avons attendu un moment, pensant que les sirènes avaient simplement traversé la rue. Puis mon petit ami est allé demander à la réception si la police avait été appelée. Pendant ce temps, j'ai appelé ma mère pour lui expliquer la situation. Je ne voulais pas être seule et je savais qu'elle me calmerait. Quelques minutes après avoir parlé avec elle, mon petit ami est revenu dans la chambre, l'air stupéfait. J'ai raccroché, tout en maintenant l'appel avec ma mère pour qu'elle puisse entendre ce qui se passait. Mon petit ami m'a expliqué qu'aussitôt qu'il avait demandé à la réception si la police pouvait intervenir, le responsable lui avait répondu que les policiers étaient effectivement arrivés à l'hôtel, concernant cette même chambre. J'ai réalisé que c'était probablement grâce à mes inquiétudes qu'elle avait pris l'initiative d'appeler la police elle-même. La police est allée frapper à la porte, a annoncé son arrivée et a demandé à entrer. Ils ont immédiatement arrêté la femme, ainsi que son partenaire, et ont emmené les enfants dans un endroit sûr, loin de tout danger. Comment tout cela a pu se passer sans que nous n'entendions rien, je ne le saurais jamais. Tout ce que je savais à ce moment-là, c'était le soulagement absolu de savoir que les enfants étaient en sécurité. Halloween a toujours été l'une de mes nuits préférées de l'année. J'adore tout, des origines païennes jusqu'à la version moderne avec le trick-or-treating connu aussi comme la quête des bonbons. Et puis il y a aussi les films un peu kitsch et les déguisements. Une année, mes amis et moi avons décidé d'aller chercher des bonbons comme on le faisait chaque année. On était peut-être un peu vieux pour ça, mais c'était notre tradition et on s'amusait toujours beaucoup. Nous allions de maison en maison, récoltant les bonbons, malgré quelques regards de parents qui devaient aussi penser que nous étions un peu trop âgés pour ça. Nous étions un grand groupe et ma crush de l'époque était avec nous, ce qui rendait la soirée encore plus amusante. Dans ce quartier, les maisons donnaient souvent de grandes barres de chocolat et presque tout le monde décorait sa maison avec des décors d'Halloween ultra sophistiqués. En approchant d'une des dernières maisons avant de rentrer, j'ai remarqué une silhouette effrayante sur la pelouse. Elle ressemblait à quelqu'un qui attendait de bondir pour nous faire peur quand nous passerions. C'était une grande silhouette, portant un masque blanc, avec les yeux masqués de noir.
Il était difficile de savoir si c'était un mannequin ou une vraie personne, car elle était complètement immobile. Quand je suis passée, la silhouette m'a soudain attrapé le bras, me faisant presque mourir de peur. L'homme s'est penché vers moi et m'a dit d'une voix douce et lente à travers son masque « C'est toi le chat ?» Ensuite, il s'est enfui vers l'arrière de la maison. Nous avons tous crié, ri et couru vers la porte pour récupérer des bonbons. Nous pensions bien sûr que c'était un des propriétaires qui faisait partie de l'animation pour effrayer les visiteurs. Nous avons reçu nos bonbons et en partant, je me suis retournée vers la dame à la porte et lui ai dit que le type était vraiment effrayant, mais qu'elle pourrait lui dire de ne pas attraper les gens aussi fort. Elle m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose de fou. Je lui ai demandé si tout allait bien et elle m'a répondu d'une voix nerveuse. « Vous êtes la deuxième jeune fille ce soir à me raconter la même histoire. Mon mari est à l'intérieur et nous n'avons personne dehors pour faire peur aux enfants. » Officiellement effrayée, j'ai rejoint mes amis en courant, pensant quand même que c'était peut-être une plaisanterie de sa part. Nous avons continué à faire le tour du quartier un moment. Finalement, certains de mes amis se sont séparés du groupe principal et ceux qui restaient ont décidé de rentrer chez moi. En passant de nouveau devant cette maison, on voulait voir si le grand type allait refaire une apparition. Mais cette fois, toute la maison était éteinte, comme s'il n'avait plus de bonbons. Depuis le trottoir, j'ai regardé vers l'arrière de la maison, et là, j'ai vu le même gars au masque blanc. Il nous a fait un signe de la main. Mes amis m'ont dit de l'ignorer, qu'il devait sûrement habiter là et qu'il essayait juste de nous effrayer. Mais en arrivant presque chez moi, je me suis retournée et j'ai vu que le gars nous suivait. Je lui ai crié « C'est quoi ton problème ?» Le groupe s'est alors retourné et a essayé de l'éviter pour ne plus le voir. Mes amis ont commencé à réaliser que j'étais vraiment effrayée. Une fois à la maison, je me sentais plus en sécurité et j'ai essayé de penser à autre chose. Nous avons échangé nos bonbons, discuté et regardé un peu la télé. De temps en temps, quelqu'un plaisantait sur mon grand homme effrayant et on riait de la situation. Quand mes amis sont partis, je me suis préparée pour aller me coucher. J'étais dans ma chambre, en train d'enlever mon maquillage, quand j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Et là, dans mon jardin, se tenait quelqu'un. J'ai cru halluciner. Je suis descendue au salon pour mieux voir et je l'ai vu. L'homme au masque blanc, qui se trouvait à ma porte arrière, essayant d'entrer en secouant la poignée. J'ai crié pour appeler mon père. L'homme a levé la tête vers moi, m'a de nouveau fait signe, exactement comme avant. Mon père est descendu en courant et a vu l'homme, qui ne bougeait même pas. Mon père a appelé la police, qui est heureusement arrivée en 2 minutes. Ils ont arrêté l'homme et l'ont emmené jusqu'à leur voiture. Je n'oublierai jamais son visage. Lorsqu'ils lui ont enlevé son masque inexpressif, son visage semblait encore plus figé. Il avait les cheveux courts, blonds sales, et ses yeux ne clignaient même pas. Sa bouche était fermée, sans aucune expression. Mais juste avant de monter dans la voiture de police, il a tourné la tête vers moi et a esquissé un sourire sinistre. Un sourire qui ne semblait pas provenir de quelqu'un de conscient. Un sourire glaçant. Encore aujourd'hui, je pense à cette nuit d'Halloween. Même si cette expérience était terrifiante, je suis reconnaissante qu'elle n'ait pas été pire. Il y a environ 10 ans, quand j'avais 13 ans, j'ai vécu une expérience que je me rappelle comme si c'était hier. Quelques détails d'abord. J'étais déjà grande pour mon âge, 1,78 m, et souvent prise pour une ado d'au moins 16 ans. À l'époque, je vivais avec mon oncle Jared, sa femme, leurs 2 filles et ma grand-mère. Jared avait lancé son propre business de nettoyage et de réparation de piscines et spas. Il devait manipuler des produits chimiques et du matériel lourd pour son travail, et il était vraiment bon dans ce qu'il faisait. C'est le genre de personne que les gens apprécient naturellement. Nous habitions en Californie du Sud, dans une belle région où il fait généralement beau, rarement plus de 27 degrés, même avec les saisons qui changent. Beaucoup de gens riches vivent dans le coin. Un de ses clients, une femme d'âge moyen, l'a invité à une grande fête d'Halloween qu'elle organisait chez elle. Elle a précisé que sa famille entière pouvait venir. Jared adore Halloween, autant pour les déguisements que pour faire peur aux gens, ce qui était quelque chose que nous avions en commun. Elle avait prévu un labyrinthe hanté dans son verger d'avocatier, alors il a accepté son invitation et m'a proposé de venir l'aider. Même si les fêtes ne sont pas trop mon truc, j'ai accepté avec plaisir, surtout pour travailler dans le labyrinthe hanté avec lui. La fête était amusante, avec de bons plats traiteurs, mais je restais principalement avec ma famille, essayant d'apprécier la soirée, bien que j'étais bien plus excitée par mon rôle dans le labyrinthe. 1 heure avant l'ouverture, mon oncle et moi sommes allés nous préparer. Jared s'est changé dans une pièce libre de la maison, tandis que je suis allée dans la maison d'amis. Mon rôle consistait à détourner l'attention des gens pour qu'ils ne voient pas Jared, qui était déguisé en Michael Myers, équipé d'une vraie tronçonneuse, même si ça ne collait pas trop au personnage.
J'étais habillée d'une robe victorienne assez courte, couverte de faux sang pour donner l'impression que j'avais été pendue à un arbre dans le verger. Les petits groupes entraient un par un dans le labyrinthe, et je me tenais immobile pour attirer leur attention avant que Jared surgisse de l'ombre avec sa tronçonneuse, provoquant des cris et les faisant fuir en courant. Tout se passait bien jusqu'à ce que j'entende des voix masculines un peu plus loin dans le chemin. Je me suis remise en position, prête à accueillir un nouveau groupe, amusée par les cris des invités. Mais cette fois, c'était différent. J'ai entendu 5 voix d'hommes qui semblaient bien alcoolisés. Le malaise a commencé à monter, mais je me suis dit que c'était probablement juste des invités un peu éméchés. Puis j'ai entendu l'un d'eux dire quelque chose du genre « Hé, regardez là-bas !» Un autre a lancé un sifflement et des remarques déplacées. Mon malaise s'est intensifié. J'étais seule et avec la lumière des projecteurs braqués sur moi, je ne voyais que leur silhouette à environ 5 mètres. Bien que j'étais grande pour mon âge, je n'étais encore qu'une gamine face à 5 hommes adultes et j'étais pétrifiée. 2 d'entre eux se sont approchés de moi, l'un tendant la main en disant « Allez, viens t'amuser avec nous !» J'ai reculé et je leur ai dit de me laisser tranquille, ayant enfin trouvé ma voix. « Fais pas la difficile », a dit l'un d'eux en traînant sur les mots. Il me bloquait complètement et j'ai cherché des yeux mon oncle, mais il était toujours avec le groupe précédent. Un des hommes a tenté de m'attraper et j'ai frappé sa main en essayant de m'enfuir, mais ils m'ont encerclé. L'un m'a attrapé par le bras. En panique, j'étais prête à crier de toutes mes forces, espérant que quelqu'un dans le labyrinthe comprenne que j'étais en danger. Puis j'ai entendu le rugissement d'une tronçonneuse. C'était Jared. Les hommes se sont tournés vers lui, imposant dans sa combinaison de prisonnier orange, portant un masque de Michael Myers et brandissant une vraie tronçonneuse. Je n'avais jamais été aussi soulagée de voir quelqu'un déguisé en tueur. Jared s'est avancé vers eux en leur lançant « Qu'est-ce que vous faites à ma nièce ?» Les hommes ont reculé, visiblement nerveux. L'un d'eux a bredouillé qu'ils allaient partir, et avant de partir m'a adressé un sourire effrayant en disant « On se reverra, ma belle ». En passant sa main sur mon ventre, il m'a vraiment fait peur. Mon oncle furieux les a menacés d'appeler la police, mais il s'est arrêté lorsque je me suis précipitée dans ses bras, en larmes, secouée par la peur et l'adrénaline. Une fois calmé, il a appelé ma grand-mère, et nous sommes allés tous les 3 parler à l'hôtesse. Malheureusement, sans description précise des hommes, elle ne pouvait pas faire grand-chose. Aujourd'hui encore, je repense à ce qui aurait pu se passer si Jared n'avait pas été là au bon moment. Depuis, il m'arrive de retourner aux soirées d'Halloween pour travailler dans le labyrinthe, mais plus jamais en pleine vue des invités. Aujourd'hui, ma tactique de terreur consiste à ramper, comme dans The Grudge, rapide et silencieuse, pour effrayer les gens. Pour tous ceux qui travaillent dans des attractions effrayantes, voici mes 3 conseils. Ne pensez jamais que votre rôle vous protège de comportements déplacés, même dans un événement privé. Soyez toujours proche d'un autre collègue en cas de problème. Restez attentif à ce qui vous entoure. Même si vous êtes là pour faire peur aux autres, il se peut que ce soit vous qui deviez être confronté à une situation effrayante. Halloween a toujours été ma fête préférée quand j'étais enfant. Se déguiser, manger des bonbons, faire des farces, que demander de plus ? Mais depuis une certaine nuit d'Halloween, alors que j'avais 12 ans, je ne vois plus le 31 octobre de la même manière. J'ai grandi dans une banlieue tranquille de Denver, pleine de familles et d'enfants de mon âge. Mes parents avaient choisi ce quartier parce qu'il semblait sûr et convivial, et il l'était en général. Mais peut-être qu'aucun endroit n'est complètement à l'abri de l'obscurité. Dans notre communauté, Halloween était un gros événement. Tout le monde décorait sa maison, et les enfants passaient des semaines à choisir leurs costumes et à planifier leur parcours pour ramasser les meilleurs bonbons. Avec mes 2 meilleurs amis du quartier, Josh et Tyler, on adorait trier nos butins après une longue soirée à faire du porte-à-porte. L'année de mes 12 ans, on a passé l'après-midi d'Halloween dans la cabane, dans l'arbre de mon jardin, à préparer nos costumes et notre itinéraire pour la nuit. On avait décidé de se déguiser en Ghostbusters, avec des packs de prontons faits maison que mon père nous avait aidés à construire. On avait hâte, à peine capable de contenir notre excitation, alors qu'on s'entraidait pour finir nos costumes avant de partir au crépuscule. C'était une soirée parfaite. Josh, Tyler et moi sommes partis avec nos parents qui nous suivaient de près pour nous surveiller. On arpentait les rues du quartier, sonnant aux portes et criant notre « trick or treat » habituel à chaque maison. Tout se passait bien et nos sacs se remplissaient rapidement de bonbons. Après quelques heures, on était prêts à rentrer. Josh et Tyler sont venus chez moi pour qu'on puisse trier nos butins ensemble. On a tout renversé par terre dans la cabane et on a commencé à faire des piles. Chocolat, bonbons fruités, snacks salés. On était plongés dans nos échanges quand Tyler a dit qu'il avait besoin d'aller aux toilettes. Les toilettes étaient dans la maison, alors il a dit qu'il irait simplement derrière un arbre au fond du jardin. Josh et moi avons continué notre troc en attendant.
Quelques minutes sont passées et Tyler n'était toujours pas revenu. On a plaisanté en disant qu'il s'était peut-être perdu, mais après 5 minutes, on a commencé à s'inquiéter. L'arbre derrière lequel il était allé n'était qu'à 6 mètres de la cabane. Impossible que ça prenne autant de temps. On est donc descendu de la cabane pour se diriger prudemment vers l'endroit où on l'avait vu pour la dernière fois. En avançant dans le jardin, le vent s'est levé, éparpillant des feuilles à nos pieds. La lune s'est cachée derrière les nuages. On était à mi-chemin de l'arbre quand un cri déchirant a percé la nuit. Il ressemblait à celui de Tyler, mais déformé, avec une brutalité que je n'avais jamais entendue. Josh et moi nous sommes figés, écarquillant les yeux en nous regardant. Le cri a retenti de nouveau, terrifiant, guttural, venant de l'ombre de l'arbre. On a couru à l'intérieur en criant pour appeler nos parents. Mon père et la mère de Josh sont sortis en courant, et on essayait, en pleurant, d'expliquer ce qu'on avait entendu. Les adultes ont fouillé le jardin avec des lampes de poche, mais ils n'ont rien trouvé. Pas de traces de Tyler, ni de ce qui avait produit ce bruit effroyable. La mère de Josh est partie en courant chez Tyler, pendant que mon père appelait le 911. La police est arrivée, mais eux non plus n'ont trouvé aucune trace. Inutile de dire que la soirée de Trick or Treat s'arrêtait là. La mère de Josh est restée avec nous alors qu'on attendait, anxieux, des nouvelles. Vers minuit, on a enfin entendu frapper à la porte. C'était Tyler, escorté par un policier. Il avait l'air parfaitement normal, ni effrayé, ni blessé. Quand on lui a demandé ce qui s'était passé, il semblait confus. Tyler a dit qu'il était juste allé faire pipi derrière l'arbre et était revenu aussitôt, mais que nous n'étions plus dans la cabane. Alors il a supposé qu'on était rentré sans lui. On était incrédules. Impossible que Tyler soit retourné dans la cabane sans qu'on le voie dans ce petit jardin, et on avait clairement entendu ces cris qui semblaient venir de lui. Tyler a insisté qu'il n'avait jamais crié, et qu'il avait juste pris une petite pause pour aller aux toilettes. Nos parents étaient perturbés mais soulagés. On était tous bien assez effrayés, alors Tyler est simplement rentré chez lui après ça. Cette nuit-là, j'ai dormi avec les couvertures tirées par-dessus ma tête, tendant l'oreille pour entendre d'éventuels cris venant de l'extérieur, mais aucun bruit ne se fit entendre. Le lendemain, tout semblait relativement normal. On a continué à s'amuser en triant nos bonbons et en racontant des histoires de fantômes, comme après chaque Halloween. Mais il y avait une gêne silencieuse entre nous, une sorte de malaise chaque fois qu'on se regardait. On savait tous ce qu'on avait entendu, et on savait que ça ne venait pas de notre ami. Tyler a déménagé l'année suivante, et Josh et moi avons fini par nous éloigner au lycée, mais on n'a jamais reparlé de cette nuit-là. Je n'ai plus jamais été récolter des bonbons pour Halloween depuis. Même maintenant, dans la vingtaine, je me sens anxieux dès que le soleil commence à se coucher le soir d'Halloween. Aujourd'hui, les ombres semblent se mouvoir d'une manière étrange, porteuses de murmures inexplicables. Peu importe ce qu'a visité mon jardin cette nuit-là, je n'espère plus jamais le revoir. Cette histoire s'est passée en 2016, pendant la période des fameux clowns tueurs qui terrorisaient tout le monde. Mon église locale organise chaque année une soirée sur le thème d'Halloween, et mes amis, que je vais appeler Amélie et Clara, et moi avons décidé que ce serait sympa d'aider à installer les stands et à animer les jeux. Après les cours, le jour de l'événement, on s'est retrouvés, car la soirée avait lieu à quelques minutes à pied de notre lycée. En chemin, on a remarqué un homme en costume de clown près d'une maison voisine de l'école. J'ai toujours eu peur des clowns, donc dès que je l'ai vu, j'ai été envahi d'une paranoïa, mais j'ai essayé de ne pas y penser. Après tout, c'était Halloween, et il y avait sûrement des gens déguisés pour aller récolter des bonbons, même si c'était un peu tôt, car il n'était que 15 heures. On a continué jusqu'au terrain où avait lieu la fête. On a aidé à tout préparer, puis on s'est déguisés. Tout se passait bien, on s'amusait beaucoup. Vers 19 heures, il n'y avait plus tellement de monde, alors on est allé se promener dans le centre-ville, et plus précisément dans une rue décorée de façon impressionnante pour Halloween. Mon amie Amélie voulait absolument voir ces décos, et Clara et moi avons accepté. On y a vu des squelettes, des pierres tombales, de grands gonflables un peu partout, et on était fascinés par tout ça. Il nous a fallu un moment pour remarquer que le même clown de tout à l'heure se tenait près d'une fausse pierre tombale. Il avait les cheveux orange flamboyants et son masque semblait recouvert de plusieurs couches de maquillage maladroitement appliquées. Ses vêtements étaient noirs et rayés, avec un énorme col à pois noirs et blancs. J'étais assez mal à l'aise à ce moment-là, mais Amélie et Clara ont trouvé amusant de le provoquer en se moquant de son costume. J'ai dit « Les filles, ne faites pas ça, on devrait s'en aller ». Elles ont fini par céder à mes suppliques et on a commencé à repartir dans la direction opposée. Un peu plus loin, il y avait un magasin, puis un peu plus loin encore un café. Mais entre les deux se trouvait un long chemin passant par une zone boisée, mal éclairée et vraiment effrayante une fois la nuit tombée. Clara a proposé
Pourquoi ne pas passer par là? Au moins, on risque pas de se faire renverser. » Amélie a plaisanté que ça n'arriverait de toute façon pas. On s'est engagé dans le chemin, discutant de tout et de rien, des trucs de filles comme les garçons qu'on aimait ou les gens qu'on ne supportait pas. C'est là qu'on a entendu des pas qui se rapprochaient rapidement derrière nous. En se retournant, on a vu le même clown que tout à l'heure, mais cette fois, au lieu de rester planté à nous fixer, il courait vers nous à toute vitesse, brandissant ce qui semblait être un couteau de boucher au-dessus de sa tête comme un fou furieux. On s'est mis à courir aussi vite qu'on pouvait en direction de la fête. Il gagnait du terrain rapidement, mais par miracle, il a trébuché sur une branche. Quand on s'est retourné, il se relevait lentement du sol. On n'a pas perdu une seconde et on a continué à courir. En arrivant, on a expliqué ce qui s'était passé à notre pasteur, qui a aussitôt appelé la police. Un officier est venu prendre nos dépositions et a fouillé les environs. Il n'a rien trouvé, à part le couteau que le clown avait laissé là où il était tombé. Notre pasteur nous a raccompagnés chez nous, car on était bien trop effrayés pour rester dehors. Ce n'est peut-être pas la plus terrifiante des histoires, mais c'est celle qui m'a marquée pendant des années. Aujourd'hui, j'ai 22 ans, et j'ai toujours une peur bleue des clowns. Cela s'est passé en 2019. Je vivais dans une maison avec 2 autres filles. Nous étions toutes dans la vingtaine. La maison est adossée à un parc. Cela ressemblait plus à un terrain ouvert accessible par une route principale. Il n'y avait pas de terrain de jeu ou de barbecue, juste de l'herbe haute et des arbres. La clôture du jardin ne dépassait pas la hauteur de la taille et un arbre à droite obstruait à moitié la vue sur le parc. Un soir, j'ai pris une douche et j'ai mis mes sous-vêtements et une chemise ample parce que c'était l'été. J'ai entendu le chien dans le jardin devenir complètement fou. Ma colocataire n'était pas à la maison à ce moment-là et le chien lui appartenait. Je suis sortie par la porte arrière et j'ai vu qu'il montrait les dents et grognait en direction de la clôture. Il avait déjà attrapé et tué des opossums auparavant et je craignais qu'il y en avait un près de l'arbre. Je l'ai attrapé par le collier pour le ramener à l'intérieur et l'éloigner de l'opossum. Ce faisant, j'ai eu un frisson et j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Il était toujours furieux et j'ai levé les yeux et j'ai vu une silhouette dans l'obscurité juste de l'autre côté de la clôture. Un homme d'environ 50 ans. Il ne disait rien. Je ne pouvais pas voir son visage. J'ai naturellement sursauté et j'ai dit « Oh mon Dieu, je ne vous avais pas vu !» L'homme n'a pas répondu. Il est seulement resté là, avec son bonnet et sa veste, à me regarder fixement. Je gardais le chien devant moi pendant que je rentrais dans la maison à reculons. Une fois à l'intérieur, j'ai tout verrouillé et j'ai fermé toutes les fenêtres. J'ai appelé mon copain pour qu'il vienne me rejoindre. Quelques broutilles se sont passées au cours des prochains mois, mais rien de vraiment remarquable. Il y a eu un écran de sécurité éclaté et nous avons trouvé des morceaux d'un ordinateur sur la pelouse qui aurait pu être jeté là par des enfants. Un soir, je suis rentrée après un dîner avec des amis. Il était tard, environ 22 heures. Nous laissons toujours la porte à l'arrière ouverte pour que le chien puisse entrer et sortir comme il veut. Nous avons toujours pensé que le chien dissuaderait quiconque de s'introduire par effraction. Quelle naïveté! Quand je suis entrée dans la cuisine, qui était à côté de la porte arrière, j'entendais encore le chien aboyer dans la cuisine. Il a déjà fait ça plusieurs fois auparavant, alors je ne m'en préoccupe pas, et je me préparais un café avant de le ramener à l'intérieur. J'ai vu alors une ombre se déplacer dehors et contourner la maison pour entrer dans la cuisine. Je me suis figée et je me suis demandé que diable fait cet homme. C'est l'été et pourtant il porte un long manteau, le couvrant du cou jusqu'au poignet. Puis j'ai paniqué. Je me suis reculée jusqu'au comptoir et j'ai baissé les yeux pour m'apercevoir qu'il avait un couteau dans sa main. C'était l'un de nos couteaux de cuisine, provenant du tiroir derrière moi. Donc je savais maintenant qu'il était déjà entré dans la maison. Ce n'était pas un voleur, il aurait déjà eu l'occasion de voler tout ce qu'il voulait. Il y a eu une bagarre, il a tiré le tapis sous mes pieds et ma tête a cogné contre le comptoir. J'ai perdu connaissance. La dernière chose que je me rappelle, c'est le chien qui aboyait derrière lui. Il s'avère que notre effrayant chien a eu trop peur pour l'attaquer, mais il a quand même fait de son mieux pour le faire fuir. La police et les enquêteurs sont finalement venus, mais ils ne pouvaient rien faire, car théoriquement, il n'y a pas eu d'effraction, puisque notre porte arrière était grande ouverte. Cela signifiait également qu'il serait difficile de savoir s'il avait touché à quelque chose. Je crois aussi me souvenir qu'il portait des gants, mais je n'en suis pas sûre à 100%. J'avais des blessures, dues à ma défense, aux mains, et des ecchymoses, mais dans l'ensemble j'allais bien. Cela aurait pu être bien pire. Rien n'est jamais arrivé. La police nous a suggéré de verrouiller notre porte arrière à partir de maintenant et d'espérer que rien de tel ne se reproduise plus jamais. Je ne suis pas sûre que cet homme était le même que celui que j'avais vu près de la clôture derrière la maison. À cette époque,
Nous avions une troisième colocataire. Un jour, elle m'a demandé une cigarette parce qu'elle était stressée à propos de quelque chose. Je lui ai dit que je ne fumais pas, et elle a ensuite dit peut-être que l'autre colocataire fumait. Confuse, je lui dis « Hé, pourquoi tu dis ça? Aucune de nous ne fume !» Apparemment, elle avait ramassé des mégots de cigarettes devant la porte d'entrée et les portes latérales de notre maison. Pendant tout ce temps, elle n'en avait jamais parlé à personne. Cela la tracassait, mais elle pensait que ce n'était pas notre cas. Aussi, cela ne la dérangeait pas de les ramasser. Elle partait très tôt le matin pour aller travailler, avant que nous ne soyons réveillés. C'est pourquoi nous ne les avions jamais vus. Ça va être un peu long, alors s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. Alors cela s'est passé quand j'étais au lycée et que je vivais toujours avec mes parents et mon petit frère dans une maison en banlieue. Le quartier dans lequel j'ai grandi était très calme et sûr. Nous vivions dans le Midwest et notre ville était aussi Midwest que possible, ce qui veut dire que tout le monde se connaissait. Même les étrangers étaient très gentils et désireux d'aider, à quelques exceptions près bien sûr. Notre quartier était le genre d'endroit où une maison sur 3 avait le même modèle, ce qui veut dire que tout le monde vivait sur un pied d'égalité. Tout le monde s'entendait plutôt bien et il n'y avait pratiquement pas de délit, puisque tout le monde avait une base financière similaire. Donc ce serait un euphémisme de dire que je me sentais très en sécurité là où je vivais. Du moins, jusqu'à ce que des choses étranges commencent à se passer. Au début, c'était de petites choses sans importance sur le moment, mais maintenant, quand j'y repense, je fais toujours un lien entre les événements étranges qui se sont déroulés. Ça a commencé au début de ma première année de lycée. Un matin, je me suis réveillée tôt pour ranger mes vêtements, et parce que je me soucie de ce genre de choses, je m'assure que toutes mes portes sont bien fermées avant de partir, étant donné que je suis la dernière à sortir de la maison, et il se trouve que j'avais un rendez-vous chez le médecin. Ce jour-là, j'étais la première de retour à la maison. Quand je suis montée dans ma chambre, ma porte n'était pas complètement fermée, et mon placard entièrement ouvert. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais je ne m'en suis pas plus souciée que ça. Cela était déjà arrivé plus d'une fois qu'il me manque des chemises ou des pantalons. Après, je me disais que j'étais stupide et que je les avais probablement égarés quelque part. Une autre nuit, après m'être couchée, j'ai été réveillée par le bruit de pas qui montaient les escaliers. La 5e marche grince toujours très fort, et quand j'ai entendu cela, je me suis instantanément redressée. Je m'en souviens clairement parce que je pouvais l'entendre à travers ma ventilation. Après que les pas se sont arrêtés, j'ai vérifié chaque pièce à l'étage. Toutes les chambres étaient au 2e étage. Toutes les portes étaient fermées et tout le monde dormait. Toutes les portes grinçaient assez fort quand elles s'ouvraient la nuit, donc j'aurais entendu quelque chose puisque j'étais la seule à dormir avec la porte ouverte. Je ne pouvais pas voir grand-chose. Tout le monde dormait profondément. Je suis restée éveillée pendant un long moment pour essayer de l'entendre à nouveau, mais je me suis finalement endormie en pensant que mon esprit me jouait des tours. J'ai interrogé ma famille à ce sujet le lendemain matin, mine de rien, mais tout le monde a dit qu'ils avaient dormi toute la nuit. Tous ces petits événements se sont cumulés en une des expériences la plus étranges que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui. C'était au milieu de l'année, et je suis rentrée du lycée avec mon frère en voiture. J'ai jeté mes sacs sur la table de la salle à manger, et je me suis allongée sur le canapé pour regarder la télé. Mon frère est descendu pour sortir le chien et jouer à des jeux vidéo. Je peux dire, parce qu'il n'y avait pas leur voiture dans le garage, que mes parents étaient encore au travail. J'ai mis le volume du son sur moyen pour que je puisse les entendre rentrer. Mes parents me laissaient beaucoup de temps libre pour regarder la télé après l'école. J'étais bien et j'ai commencé à m'assoupir lorsque j'ai entendu un bruit sourd très distinct venant d'en haut. J'ai pensé que c'était juste mon imagination. Je regarde beaucoup de films d'horreur, donc j'ai tendance à être parfois assez nerveuse. Je suis retournée à mon émission, mais les bruits sourds ont continué pendant environ 5 minutes. C'est alors que j'ai commencé à comprendre que quelque chose ne tournait pas rond. J'ai éteint la télé et j'ai tendu l'oreille quelques minutes. C'était un bruit sourd et rythmé qui venait de juste au-dessus. Pendant un instant, j'ai pensé que c'était mon chien, car il montait et descendait parfois les escaliers en essayant de trouver un endroit où se coucher. Je l'ai donc appelé, mais mon frère a crié qu'il était en bas avec lui. Alors j'ai monté l'escalier et j'ai écouté d'où venait exactement ce bruit au-dessus de moi. J'ai commencé à avoir peur quand j'ai réalisé qu'il n'y avait pas que le grenier au-dessus de moi. Et en plus, je me suis rendu compte que ce n'était pas un bruit sourd que j'entendais. C'était un bruit de pas, comme si quelqu'un portant des bottes faisait les 100 pas dans le grenier. J'ai songé au pire, puis je me suis dit que le mieux, c'était d'être réaliste. Il n'y avait que 2 entrées au grenier, une petite trappe au plafond de la chambre de mon frère et une fenêtre à l'étage. J'ai vérifié la chambre et la trappe semblait n'avoir pas été ouverte depuis très longtemps.
Nous ne l'avions même pas ouverte depuis notre emménagement, car les précédents propriétaires nous avaient dit qu'il n'y avait que de l'isolation et des câbles. Je me suis alors souvenu que nous avions eu des problèmes récemment avec notre parabole, et que mon père a dû appeler un réparateur pour venir la réparer. J'ai ouvert la porte d'entrée, et j'ai fait le tour de la maison par derrière, mais il n'y avait rien sur le toit, rien que j'aurais pu voir. De toute façon, c'était plutôt haut. Je suis retournée à l'intérieur. Mon frère se tenait sur le pas de la porte, me demandant ce qui se passait car il avait entendu la porte s'ouvrir. Je lui ai raconté ce que j'avais entendu et je lui ai demandé de venir vérifier avec moi, juste pour m'assurer que je ne devenais pas folle. Quand nous sommes montés à l'étage, mon frère a eu une expression bizarre et a demandé « C'est quoi ça ?» J'ai été soulagée de constater que cela ne venait pas de mon imagination. J'ai chuchoté « On dirait que quelqu'un marche là-haut, c'est sûr !» Il a fait oui de la tête et montré le rez-de-chaussée en me faisant signe de ne plus parler et de le suivre. Les sols sont assez fins dans cette maison, donc au cas où il y aurait quelqu'un là-haut, nous devions parler hors de portée de voix. Une fois en bas, je lui ai parlé du toit et de la possibilité qu'un réparateur soit là-haut, même si je n'avais pas vu de camionnette dehors. Mais mon frère a secoué la tête en disant que les réparateurs viendraient plus tard dans la semaine. C'est alors que nous avons décidé d'appeler notre père. Je lui ai tout expliqué. Assurément, il ne nous croyait pas, mais il essayait d'être gentil. Je ne peux pas vraiment lui en vouloir. Il était hautement improbable que quelqu'un veuille être dans notre grenier, et encore moins y monter. Il a suggéré que cela pouvait être un oiseau ou un raton laveur. Nous habitions près d'un grand bois. J'ai essayé de lui expliquer qu'un animal ne pouvait pas faire ce genre de bruit sourd. Si c'était un oiseau, il se serait cogné plusieurs fois contre le sol, et de plus, cela n'expliquait pas comment le sol craquait comme si on appuyait dessus de tout son poids. Il nous a dit de l'attendre et qu'il serait bientôt à la maison. Le bruit sourd a continué pendant 30 minutes. Je me suis installée dans la chambre de mon frère en attendant que ça s'arrête, mais après 15 minutes, j'ai dû aller aux toilettes. Il y en a juste à côté de sa chambre et elles sont juste sous le grenier. Alors que je me lavais les mains, je me suis rendu compte que le bruit était maintenant beaucoup plus fort et directement au-dessus de moi. C'était bizarre, car le bruit était plus fort avant dans la chambre de mon frère, c'est comme s'il m'avait suivi. Parfois, quand j'ai très peur, je me mets très en colère, donc j'ai tapé 2 fois au plafond. Je suis une fille assez grande, j'ai donc utilisé mon poing et j'ai crié « C'est quoi ça ?» Les pas se sont complètement arrêtés. J'étais confuse pendant une seconde, puis clairement, il y a eu 2 bruits sourds, comme si quelqu'un tapait du pied 2 fois, très fort. J'ai couru hors de la salle de bain, vers mon frère qui montait les escaliers. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que le va-et-vient a recommencé. Alors j'ai vite tout expliqué à mon frère. Il a ensuite sorti son téléphone et a appelé mon père une 2e fois. Il lui a tout expliqué, mais mon père n'était toujours pas convaincu et pas effrayé. J'ai pris le téléphone de mon frère, je l'ai mis sur haut-parleur et j'ai tendu le téléphone vers le grenier. J'ai dit à mon père « Écoute !» Tout de suite, les bruits se sont complètement arrêtés. Absolument plus aucun son. Quoi qu'il en soit, après environ 1 minute de silence, j'ai entendu mon père dire « Eh bien, quel bruit !» Mon frère et moi, nous nous sommes regardés et nous avons redescendu les escaliers en courant. J'ai dit à mon père de vite rentrer à la maison et que nous serions en bas pour l'attendre. Il a dit qu'il remontait déjà l'allée et il a ouvert la porte. J'ai couru vers lui avec mon frère et je lui ai rapidement expliqué, hors d'haleine, la situation. À sa décharge, nous avions l'air un peu fous. Il nous a suivis à l'étage jusqu'à l'endroit d'où venaient les sons. Mais évidemment, maintenant, il n'y avait absolument plus rien. Alors même si nous l'avons supplié plusieurs fois d'aller regarder, il a seulement ri et dit que nous réagissions d'une manière exagérée et qu'il n'y avait rien. Retirer la trappe pourrait endommager le plafond. Nous ne sommes pas sûrs, car nous n'avions jamais regardé ce qu'il y avait là-haut. Donc il était plutôt déterminé à ne pas monter pour vérifier ce qu'il en était, à moins d'entendre lui-même. Bien sûr, les bruits de pas ne sont plus jamais revenus, en tout cas pas en notre présence ou quand nous étions éveillés. Mon frère est resté dans sa chambre durant quelques jours. Il était toujours paniqué par tout ça, et nous n'avons jamais pu prouver à nos parents ce qui était arrivé. Lorsque les réparateurs sont finalement venus, j'ai remarqué qu'au lieu d'utiliser une échelle, ils ont fait le tour du jardin et sont montés sur le toit depuis la terrasse. Ils pouvaient facilement se promener là-haut et facilement accéder à la fenêtre du grenier qui se trouve sur la façade de la maison. Je me suis donc demandé s'il n'y aurait pas quelqu'un qui squattait là-haut et qui descendrait secrètement la nuit sans que nous le remarquions. Mais si c'était le cas, pourquoi avoir fait du bruit ce jour-là pour nous le faire savoir ? Je regrette toujours que nous n'ayons jamais vérifié cela. Je m'appelle Caleb Fletcher, et l'histoire que je m'apprête à raconter
Je ne l'oublierai jamais. Cela a eu lieu le 24 août. L'école avait commencé depuis environ 2 semaines. Alors pour décompresser, j'ai décidé de voir si mes amis Griffin et Broly voulaient aller sur Fortnite. Ma mère et ma sœur faisaient du shopping et mon père était au travail, donc je m'ennuyais beaucoup. Il devait être aux environs de 20 h quand nous nous sommes finalement connectés pour jouer. Après quelques parties, mes amis en ont eu assez de perdre, alors ils se sont déconnectés après à peu près 1 heure. J'ai donc pensé m'allonger avec mon téléphone avant d'aller dormir. C'était juste avant que j'entende mes 2 chiens aboyer dehors. Il n'est pas inhabituel qu'ils aboient, car il y a beaucoup de gens qui marchent sur le trottoir qui passe devant la cour de la maison. De toute façon, on n'est jamais trop prudent. Ce jour-là, je n'ai vu personne, mais après j'ai regardé par la fenêtre et j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir puis se refermer aussitôt. Cela signifiait généralement que mon père était rentré du travail. Mais j'ai trouvé étrange de ne pas voir sa camionnette dehors et qu'il ne m'ait même pas envoyé un texto pour me prévenir qu'il travaillerait tard. Je suis donc descendue dans la salle à manger pour mieux voir. J'ai vu que l'allée était vide. Au début, j'ai pensé « Oh, c'était peut-être un fantôme ». Pour le contexte, quelqu'un est mort sur notre propriété il y a quelques années, lorsqu'il y avait ici une station-service. À ce qu'il paraît, un vieil homme avait mis trop d'air dans son pneu et celui-ci a explosé. Maintenant, je ne suis pas du genre à m'inquiéter des bruits étranges la nuit. Je suis donc allée dans ma chambre pour envoyer des SMS à toutes les personnes de ma famille pour demander si quelqu'un était rentré à la maison. J'ai dit à ma mère pour la porte du garage et elle m'a dit d'éteindre toutes les lumières et de verrouiller la porte de ma chambre et d'y rester jusqu'à ce qu'elle rentre à la maison. J'ai donc fait cela. À peu près 15 minutes plus tard, j'ai entendu les planches en bois en bas grincer, comme si quelqu'un essayait de s'introduire dans la maison. Je n'ai rien qui aurait pu servir d'arme. J'ai donc déclipsé la perche de mon microphone sur mon bureau. Je suis allée sur le balcon de l'étage et j'ai regardé si je pouvais apercevoir quelqu'un qui se cacherait ou quelque chose de suspect. J'ai ensuite demandé bêtement « Y a quelqu'un ?» comme si quelqu'un allait me répondre. Pendant un instant, je me suis dit que j'étais paranoïaque. Mais après, j'ai vu la silhouette de quelqu'un debout sous le balcon. J'ai paniqué et j'ai couru vers la pièce la plus proche qui s'est avérée être la petite salle de bain à côté de ma chambre. L'intrus devait savoir que je l'avais vu parce que j'ai entendu des pas bruyants monter les escaliers. Alors que je m'enfermais dans la salle de bain, je me suis maudit à voix basse parce que j'avais laissé mon téléphone dans ma chambre. Après n'avoir entendu aucun bruit pendant plusieurs minutes, j'ai finalement rassemblé mon courage et je me suis précipitée dans ma chambre en verrouillant la porte aussitôt à l'intérieur. La chambre de ma sœur était juste en face de la mienne et j'avais vu que sa porte était grande ouverte, alors j'ai pensé que l'intrus avait dû aller là-bas. Enfermée dans ma chambre, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait le 911. Mais juste au moment d'appuyer sur le bouton d'appel, j'ai vu que la porte du débarras était légèrement entr'ouverte. J'ai alors vu un œil épié à travers la crevasse et là, j'ai compris. L'intrus n'était pas dans la chambre de ma sœur. Il était là-dedans, avec moi. Je n'oublierai jamais la terreur qui a alors parcouru mon corps, une vraie peur bleue. J'ai vite couru hors de ma chambre et je l'ai fermée. J'ai descendu les escaliers jusqu'à la porte d'entrée. Une fois dehors, j'ai couru jusqu'à la maison du voisin qui est justement un policier. Je lui ai dit pour l'intrus qui se cachait dans ma chambre et il a immédiatement alerté la police. Puis il est allé lui-même vérifier pendant que je suis restée avec sa femme. Quelques minutes plus tard, j'ai couru vers la maison pour voir si l'intrus avait été attrapé. Quand je suis entrée dans la maison, j'ai vu un grand homme maigre que je n'avais jamais vu auparavant. Il avait une barbe grise et un manteau sale. Il était menotté, par terre. Depuis cette nuit, je n'ai plus le droit de rester seule à la maison et nous avons renforcé la sécurité. Maintenant, ma famille est juste heureuse qu'il ne me soit rien arrivé et elle est très reconnaissante pour le courage de mon voisin. Je ne souhaite à personne de vivre une expérience comme celle-là, même à mon pire ennemi. Je m'appelle Jim et j'ai passé beaucoup de temps sur la route en tant que camionneur. Depuis l'école de conduite poids lourd, je conduis sur de longues distances pendant des heures et même avec des avantages sociaux. Le salaire n'était pas le meilleur. Cependant, il était suffisant pour nous soutenir financièrement, ma femme et moi. Le stress que j'avais était insupportable. Être dans un camion pendant des heures d'affilée vous oblige vraiment à faire des sacrifices. De temps en temps, je manquais des événements familiaux comme les anniversaires et même les vacances, ce qui ne me plaisait pas du tout. En plus de cela, l'Amérique a désespérément besoin de camionneurs pour suivre le rythme, avec une demande qui a rendu la situation encore pire. Je conduis environ 12 heures par jour, et nous ne pouvons nous arrêter pour aucune raison avant d'atteindre notre destination. Inutile de dire que je passais à peine du temps avec ma famille. Une nuit,
Je faisais ma routine nocturne consistant à me rendre dans un complexe d'entrepôts pour livrer des produits pour de grandes entreprises de vente au détail comme Target et Best Buy. J'étais quelque part dans une zone rurale du Wisconsin, sur cette longue route vide qui traverse l'État. Il est environ 6 heures du matin et je sirote mon café en essayant de rester éveillé. Si vous êtes un camionneur à plein temps, la caféine est votre meilleur ami. Si vous n'en avez pas, vous avez des ennuis. Donc je conduis sur cette route en essayant de rester éveillé lorsque je vois quelque chose de gros traverser la route devant mes phares. Je crie « Oh !» tout en appuyant à fond sur mes freins pour m'arrêter complètement. Tout ce temps, je jure pour moi, pensant que je viens de heurter une personne ou peut-être un ours. Au début, je pense que c'est une personne, mais ensuite, je me suis souvenu que, quoi que ce soit, cela mesurait 9 pieds de haut, un corps de brute, et cela se déplaçait d'une drôle de façon. Je suis sorti du camion avec mon arme à la main, me rendant là où je l'avais vu. À ma grande surprise, cependant, il n'y avait apparemment personne sur cette route. Personne ne marchait, aucun accident de la route, rien du tout. La seule chose que j'ai vue, c'était des traces de freinage sur la route causées par mes freins. Très étrange. J'ai appelé pour savoir s'il y avait quelqu'un aux alentours, mais personne ne m'a répondu. Je n'entendais que le bruit du vent qui se levait et le moteur de mon camion. Je suis rentré dans la cabine du camion et j'ai continué mon parcours, voulant réussir à le terminer en quelques heures. Mais je n'ai pas pu, ne pouvant m'ôter de l'esprit ce que je venais de voir. Plus tard dans la journée, j'ai appelé un de mes collègues camionneurs et je lui ai raconté ce que je venais de voir sur la route. Il s'est avéré que lui aussi a vécu des choses similaires et qu'il s'agissait sans doute d'une hallucination due à ma fatigue. Heureusement, j'ai un appareil photo à l'intérieur de la cabine de mon camion et elle a pu capturer une brève seconde cette créature avant qu'elle ne sorte du cadre. La photo sera sur l'écran. Bon, vous pouvez constater que la qualité de l'appareil photo n'est pas très bonne, mais c'est probablement dû à la condensation sur le pare-brise, car j'étais sur une route à sens unique avec une forêt des deux côtés. Il y avait de fortes chances que ce soit un animal. Ma seule question est, quel genre d'animal de 9 pieds de haut marche sur 2 pattes ? Je ne sais pas si c'était une personne, je ne sais pas si c'était Bigfoot. La seule chose que je sais, c'est que ce n'était pas mon imagination. Je m'appelle Sarah, et cela m'est arrivé il y a quelques années, alors que j'étais en 2e année à l'université. J'ai fréquenté une école dans l'une des villes les plus calmes et les plus sûres du pays. Les gens étaient gentils, la criminalité était faible, et les sirènes ne se faisaient presque jamais entendre. Grâce à cela, je n'ai jamais vraiment eu de rencontre inquiétante, même pas une. Aurais-je pu savoir que cela changerait en une seule nuit ? C'était fin novembre 2021, et mes amis et moi avions décidé d'aller dans un bar pour fêter la finale. Bien que la ville avait un faible taux de criminalité, elle avait cependant de nombreux bars et pubs, donc beaucoup de bagarres dans les bars, et les flics venaient souvent intervenir. Mes amis et moi sommes donc allés au bar. Nous prenions des photos et nous nous sommes beaucoup amusés. Le sentiment de soulagement qu'on ressent en terminant la finale est incroyable. Vers 1h du matin, j'ai dit à mes amis que je devais y aller, car j'avais préparé mes valises pour rentrer chez moi le lendemain. Cependant, ils voulaient encore rester pour finir leur verre. Alors j'ai dit au revoir, et je suis sortie du bar en trébuchant, car j'étais un peu ivre. À ce moment-là, j'ai pris mon téléphone et j'ai décidé de commander un Uber pour retourner à mon dortoir. Heureusement, ma demande de transport a été immédiatement prise en compte, ce qui n'était pas évident vu qu'il était tard. Je me suis assise sur le banc à l'extérieur du bar quand j'ai vu une voiture s'arrêter et quelqu'un agiter le bras. Dans mon état d'ébriété, j'ai supposé que cela devait être mon Uber, même si l'application montrait que cela ne faisait que 4 minutes que je m'étais connectée. J'ai pensé que c'était un bug dans l'application et je suis montée dans la voiture. Dès la seconde où je suis entrée, j'ai immédiatement eu des signaux d'alerte. Premièrement, il n'a même pas dit mon nom. Et deuxièmement, il ne m'a pas dit bonsoir. Mais il était tard et j'étais trop fatiguée pour m'en soucier. Et je lui ai juste indiqué mon adresse. Quand j'étais dans la voiture, j'ai aussi remarqué qu'il n'avait pas mis mon adresse dans le GPS. Et j'ai trouvé ça étrange. Mais j'ai pensé qu'il devait bien connaître la région. Et je l'ai laissé faire son job pendant que je me suis occupée de moi-même. J'ai essayé de lui poser des questions, histoire de faire la conversation, mais il n'a répondu qu'une fois. Après ça, je n'ai même plus fait l'effort de lui parler. À un moment donné, j'ai regardé par la fenêtre et je me suis rendu compte qu'il allait dans la direction complètement opposée à mon campus. J'ai dit « Hé monsieur, mon université est dans l'autre direction ?» Je l'ai vu jeter un coup d'œil dans le rétroviseur en me faisant un signe de tête pour confirmer qu'il avait compris. Mais il n'a pas fait demi-tour et a seulement continué à rouler jusqu'à ce qu'il finisse par s'arrêter à côté d'un vieil immeuble de bureaux. C'est alors que je suis doucement revenue à la réalité et que j'ai compris ce qui se passait. Le faux chauffeur Uber est sorti de la voiture et m'a dit de ne pas bouger pendant qu'il faisait le tour du bâtiment.
Je n'ai aucune idée de ce qu'il était allé voir, mais certainement que ce n'était pas bon. J'ai attrapé mon téléphone portable et j'ai vu que j'avais eu plusieurs appels manqués et des messages du vrai chauffeur Uber. Je savais que je n'avais pas beaucoup de temps pour réagir, alors j'ai doucement ouvert la porte de la voiture et j'ai commencé à courir en essayant de garder mon équilibre. Il n'y avait pas de monde dans cette partie de la ville, alors je suis entrée dans un magasin de proximité encore ouvert, d'où j'ai appelé les flics. Après quelques minutes environ, 2 voitures de police se sont arrêtées devant l'immeuble de bureau, mais la voiture qui s'y trouvait avait disparu. Ils m'ont demandé de la décrire, et je leur ai fait la description de la voiture en détail. Je ne sais pas s'ils ont déjà retrouvé la voiture, mais j'aimerais que ce soit le cas. 1 mois après cet incident, j'ai vu un reportage d'actualité effrayant sur un couple qui avait disparu après être monté dans une voiture qu'ils pensaient être leur Uber. Le corps du garçon a été retrouvé à 20 km de là. La fille a survécu, même si elle avait de graves contusions. Les nouvelles ont dit que c'était quelqu'un qu'ils connaissaient, mais j'ai toujours eu un doute sur cela. Jusqu'à présent, la voiture n'a jamais officiellement été retrouvée et le conducteur n'a jamais pu être identifié. Pour situer un peu le contexte, cela s'est passé le 4 juillet 2019. Je faisais à la fois Uber et IFT comme activité secondaire pour gagner un peu d'argent supplémentaire pour mon petit ami et moi. Ce n'était pas le job le mieux payé, mais il y avait beaucoup de flexibilité et personne ne vous commandait. C'est un travail calme et stable, mais vous devez toujours être au top quand vous le faites. C'était donc le 4 juillet et j'avais décidé de faire du Uber car je savais qu'il y aurait beaucoup de monde dehors. Tous les 4 juillet, ma ville accueille ce festival de musique auquel des milliers de personnes participent. J'étais donc assurée d'avoir des clients. Presque immédiatement, j'ai eu des demandes à droite et à gauche parce que les gens étaient emballés par cet endroit. J'en ai choisi un et quelques minutes plus tard, j'ai vu un homme s'approcher de ma voiture. Il m'a demandé si j'étais son Uber, ce à quoi j'ai répondu oui. Il s'est assis sur la banquette arrière et immédiatement, la forte odeur de marijuana m'a fortement frappée. Mais je savais qu'il venait juste de partir du festival où fumer était inévitable, donc je ne me suis pas plainte tout le long du trajet. Ce type n'arrêtait pas de m'observer attentivement, comme s'il surveillait chacun de mes mouvements. Pour être honnête, cela me mettait très mal à l'aise et je voulais en finir avec cette course. À un moment donné, il a arrêté de me fixer et a sorti son téléphone pour appeler quelqu'un. J'ai essayé de me concentrer uniquement sur ma conduite et sa destination n'était qu'à 10 minutes, ce qui était un soulagement. Pendant que je conduisais, je l'entendais parler français derrière moi. Il faut savoir que ma tante est française, donc je le comprenais même si je ne le parle pas. Donc je l'entendais parler, mais je n'y prêtais pas attention, car c'est impoli d'écouter les conversations des gens. C'était jusqu'à ce qu'il dise une phrase du genre « cette fille avec qui je roule ». J'ai senti mon sang se glacer quand il a dit ça, mais j'ai fait semblant de ne pas avoir compris. Ce qu'il disait était agaçant. Pour résumer, en gros, il disait que, après que je l'aurais déposé, il avait l'intention de s'emparer de moi. Je savais très bien ce que cela signifiait, et son arrêt n'était qu'à 5 minutes, donc je n'avais pas beaucoup de temps pour réagir. Je suis une fille d'1,60 m qui pèse 55 kg. Ce type mesurait au moins 1,80 m, et il était musclé. Je n'avais donc aucune chance de lui résister, même si j'avais essayé. Pour gagner un peu de temps, j'ai sorti mon téléphone pour appeler mon petit ami. Mon plan réel était de provoquer une scène et de trouver une excuse pour partir. Pendant que je conduisais, je l'ai donc appelé et je lui ai demandé « Quoi ? Que s'est-il passé ?» Et tout de suite après, j'ai dit « Attends, quoi ? Elle saigne sur le sol ? Dis-lui de rester calme, j'arrive !» Pendant que je disais ça, mon petit ami était complètement confus, me demandant de quoi je parlais, etc. Seulement, j'ai fait une école de théâtre, donc j'ai l'habitude de simuler une bonne scène. Après ça, j'ai raccroché et je me suis tournée vers l'homme et je lui ai dit d'un ton là « Monsieur, ma grand-mère vient de se blesser, je dois y aller. Je vais vous déposer ici. » J'ai marché le long de la route et j'ai rappelé mon petit ami pour m'excuser auprès de lui. J'ai aussi signalé le client à Uber, mais je ne sais pas s'ils ont fait une enquête. Merci à mon petit ami d'être venu me chercher et merci à ma tante pour m'avoir appris le français. Je suis une femme et j'ai un compte Instagram. Comme beaucoup d'autres personnes, je poste des photos sur ma page de temps en temps et j'aime toujours voir combien de likes et de commentaires mes photos obtiennent. La plupart des commentaires et des likes viennent de mes bons amis, mais bien sûr, pas tous. Comme beaucoup d'autres personnes, j'ai rencontré plusieurs creeps en ligne. Parfois, des hommes au hasard aiment mes photos, commentent dessus ou même m'envoient des messages directs. Ils peuvent être un peu effrayants et parfois, je les supprime même. La plupart du temps, cependant, ça ne me dérange pas vraiment. Ça arrive de temps en temps et ça ne me dérange pas. Je me souviens d'une fois, il y a environ 1 an, où j'ai posté une photo sur Instagram et un type l'a aimée et a commenté dessus.
J'ai lu le commentaire, mais je n'ai pas pris la peine de cliquer sur son profil ou quoi que ce soit. Je ne le connaissais pas. Mais il a commenté quelque chose comme « très joli » avec un emoji de feu. Peu de temps après, il m'a également envoyé un message en direct. Il m'a simplement dit « salut », mais je n'avais aucun intérêt à répondre. J'ai cliqué sur sa page pour voir qui il était. Il avait l'air beaucoup plus âgé que moi et n'avait que quelques photos. Je n'avais aucune idée de qui il était et nous n'avions aucun abonné en commun, alors je l'ai ignoré. J'ai reçu de nombreux messages directs de personnes que je ne connais pas et la plupart du temps, je ne réponds pas. En général, ils comprennent et me laissent tranquille après que je ne réponde pas. Je pensais que ce serait pareil, mais l'homme m'a envoyé un autre message direct le lendemain. Celui-ci, je l'ai également ignoré, mais je ne l'ai même pas ouvert. Au cours des jours suivants, il m'a envoyé plusieurs autres messages. Je n'ai pas pris la peine de lire aucun d'entre eux et je pensais que l'homme finirait par abandonner, mais il ne l'a pas fait. Au cours de la semaine suivante, il m'envoyait des messages presque tous les jours. Je recevais des notifications Instagram plusieurs fois par jour et au moins l'une d'elles venait de l'homme qui m'envoyait un autre message. Finalement, j'en ai eu assez et j'ai décidé de le bloquer. Mais avant de le faire, je voulais lire les messages qu'il m'avait envoyés. Tout de suite, j'ai vu qu'il avait envoyé une photo et c'était ma maison. J'ai réalisé que ce n'était pas un creep ordinaire. Cet homme devait vivre dans la région et il savait où je vivais. J'ai regardé les autres messages qu'il m'avait envoyés. Il m'avait dit « salut » encore et encore, puis m'avait carrément dit qu'il savait où je vivais. Cela a été suivi par une photo de ma maison, et puis à nouveau « salut ». Je ne savais pas quoi faire. J'ai signalé son compte à Instagram, et ensuite je l'ai bloqué. Cependant, je n'étais pas vraiment convaincue que quelque chose serait fait. Je ne pensais pas que cela valait la peine d'aller à la police non plus, car je ne pensais pas que l'homme avait enfreint une quelconque loi. J'étais néanmoins très inquiète. De quoi cet homme était-il capable ? Je me retrouvais à regarder par la fenêtre de mon salon presque constamment pendant le reste de la journée. Je vivais seule dans une maison à 2 étages, près d'une grande ville américaine. Pour le reste de la journée, je n'avais pas besoin de sortir et j'ai fait de mon mieux pour arrêter de m'inquiéter. J'ai appelé plusieurs de mes amis et je leur ai parlé de ça. Malheureusement, aucun d'entre eux ne pouvait venir me tenir compagnie cette nuit-là, car ils travaillaient ou avaient d'autres plans. J'ai commencé à me sentir mieux quand rien de bizarre ne s'est produit pendant quelques heures, mais ensuite, la nuit est arrivée. Vers 22h, j'étais dans mon salon en train de regarder un film à la télévision. À ce moment-là, mes fenêtres étaient couvertes par les stores et je ne pensais plus beaucoup à ce gars. Mon téléphone n'avait reçu aucune notification Instagram étrange non plus. Une partie de moi s'inquiétait que l'homme créerait un autre compte Instagram et m'enverrait à nouveau un message, mais cela n'est pas arrivé. À un moment donné, pendant le film, j'ai soudainement eu l'idée de vérifier par la fenêtre à nouveau. Cela faisait plusieurs heures que je n'avais pas regardé. Je me suis tournée sur le canapé et j'ai soulevé les stores avec précaution. C'est alors que j'ai vu une voiture garée juste devant, dans la rue, que je ne reconnaissais pas. Est-ce que cela pouvait être lui ? Avec l'obscurité, évidemment, je ne pouvais pas dire qui conduisait, mais je pouvais voir qu'il y avait une personne sur le siège du conducteur. J'ai rapidement recouvert la fenêtre et me suis demandé si la personne m'avait vu. Je suis restée assise sur le canapé pendant quelques moments en pensant à ce que je devais faire, puis j'ai entendu une portière de voiture s'ouvrir et se fermer. La personne sortait. J'ai soulevé les stores à nouveau, juste un peu, juste assez pour voir dehors. J'ai vu un homme marcher vers la maison à travers ma cour avant. C'était définitivement lui. Il s'est approché de la maison et j'ai entendu ses pas juste à l'extérieur de ma fenêtre. Je n'arrivais pas à croire que cela se produisait. J'espérais vraiment qu'il ne tenterait pas de s'introduire. Je l'ai entendu marcher plus loin derrière la maison. Cette fois, j'allais appeler la police. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro. Je suis restée sur le canapé et j'ai parlé à la police en attendant leur arrivée. Pendant ce temps, je n'entendais ni ne voyais rien indiquant où se trouvait l'homme. Plusieurs minutes plus tard, j'ai entendu une portière de voiture s'ouvrir et se fermer à nouveau dehors. J'espérais que c'était la police qui arrivait et j'ai regardé dehors, mais au lieu de ça, j'ai vu l'homme partir en voiture. J'étais tellement soulagée qu'il soit parti, mais je savais aussi que la police ne pourrait pas l'attraper tout de suite. Ils sont arrivés environ 5 minutes plus tard. Je leur ai raconté que l'homme était parti et j'ai donné la meilleure description de lui et de la voiture que je pouvais, mais je n'avais pas eu une très bonne vue, ni de l'un ni de l'autre. Je n'étais toujours pas très confiante quant à sa localisation. J'ai raconté toute l'histoire à la police, mais j'avais bloqué le compte et quand j'ai regardé les comptes que j'avais bloqués, ils devaient avoir été supprimés car ils n'étaient plus là. Après que la police soit partie, j'étais toujours très inquiète. J'ai décidé que je resterais chez une de mes amies pendant les prochains jours. Cela m'a beaucoup aidé car je savais que l'homme savait toujours où je vivais et qu'il pourrait revenir. La nuit suivante, j'ai reçu une demande de message direct d'un compte Instagram aléatoire. Le nom d'utilisateur disait « user » suivi de plusieurs chiffres et il n'avait pas de photo de profil. Ils m'ont ensuite envoyé juste une photo et c'était de ma fenêtre de chambre. Elle avait été prise depuis mon jardin. Cela devait être ce qu'il faisait. J'ai montré la photo à mon amie et nous sommes allés à la police avec elle, mais je ne sais pas s'ils pouvaient faire grand-chose. Le compte n'avait aucune photo ni aucune information. Ils ont dit qu'ils allaient enquêter. Plusieurs jours se sont passés sans que rien ne se produise. J'ai décidé que je retournerais chez moi. J'y suis retournée le matin, mais quand je suis arrivée,
J'ai remarqué qu'il y avait eu une effraction. La fenêtre de la porte arrière avait été brisée. J'ai appelé la police immédiatement et je suis sortie rapidement vers ma voiture, de peur que l'homme soit toujours à l'intérieur. Ils sont arrivés très rapidement et sont entrés dans ma maison. Ils sont restés à l'intérieur pendant un moment, mais bientôt ils sont sortis avec l'homme. Il s'était caché à l'intérieur de ma maison. Je suppose qu'il avait pénétré la nuit précédente et qu'il attendait mon retour. Je suis tellement contente qu'il ait été attrapé et je ne l'oublierai jamais. Je suis un gars atypique et j'ai l'application Instagram. Je l'utilise pratiquement tous les jours pour voir ce que font mes amis et suivre mes équipes sportives préférées et des choses comme ça. Une chose que je fais souvent est d'aller sur la page Explore. C'est juste un tas de posts aléatoires d'autres comptes que vous ne suivez pas, mais qui pourraient vous intéresser. C'est intéressant de les regarder parfois, et chaque nouvelle fois que vous vous connectez à Instagram, c'est complètement différent. Je ne me souviens pas exactement quand cela a commencé, mais je sais que j'ai vu la même photo sur la page Explore 2 fois. Ce n'est pas grave, mais ensuite je l'ai vue une 3e fois. J'ai trouvé cela assez étrange, mais je n'ai toujours pas cliqué dessus. Quelque temps plus tard, je l'ai vue encore une fois. Je ne sais pas vraiment combien de fois j'ai vu cette photo, mais elle ne cessait de réapparaître. Finalement, j'ai cédé et j'ai cliqué dessus, me demandant pourquoi je continuais à la voir. Cette photo était une image d'une voiture. Elle semblait aléatoire, la voiture n'était ni particulièrement neuve ni ancienne, elle avait juste l'air ordinaire. C'était une berline grise à 4 portes. La photo n'avait ni nombre de likes affichés, ni commentaires. J'ai cliqué sur la page et c'était un mot aléatoire avec des chiffres, et la photo de profil était celle d'une voiture. La page n'avait que 5 abonnés. Sur la page, il y avait 4 photos et elles représentaient toutes des voitures différentes. C'était comme si quelqu'un avait simplement marché dans la rue et pris des photos de voitures garées au hasard. Mais aucune des voitures n'était vraiment unique. 2 étaient garées sur le côté de la rue, une dans une allée et une autre dans un parking. J'ai remarqué que l'une des voitures sur les photos était de la même marque et du même modèle que la mienne. Puis, en examinant la photo de plus près, j'ai réalisé que c'était ma voiture. Je pouvais dire qu'elle était garée dans mon allée. Ça m'a donné des frissons. Qui gérait ce compte ? J'ai partagé la photo avec quelques-uns de mes amis. Aucune des photos n'avait de légende ou de commentaires. Mes amis étaient d'accord que c'était vraiment bizarre, mais ne savaient pas qui ferait ça ou pourquoi. J'étais vraiment curieux et j'ai pensé à commenter ou envoyer un message à la page, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Le lendemain, je suis retournée sur Instagram. Cette fois, j'ai vu la même photo de ma voiture sur la page Explore. J'ai cliqué dessus, me demandant si c'était nouveau. Mais c'était en fait la même photo. Ensuite, j'ai cliqué sur le profil à nouveau parce que j'ai vu qu'ils avaient publié une story. La story était un sondage. Le sondage disait lequel, puis il y avait des numéros 1, 2, 3 et 4. Je n'ai pas voté car je ne comprenais pas du tout. À l'époque, je pensais que c'était juste vraiment bizarre et j'ai décidé de laisser tomber. J'ai quitté Instagram et pour le reste de la journée, je ne suis allée nulle part. Ma voiture est restée là où elle se trouvait toujours, dans l'allée. Je suis allée me coucher cette nuit-là et je me suis levée le matin pour aller travailler. En sortant pour aller à ma voiture, elle avait disparu. Je n'arrivais pas à y croire. Je me suis souvenu des posts et de tout ça. J'ai appelé la police et ensuite mon patron. Heureusement, mon patron n'a pas été dérangé et m'a dit que je pouvais arriver un peu plus tard. Après avoir fait le rapport de police et tout, ils ont pris toutes les informations que je pouvais leur donner, y compris au sujet de la page Instagram étrange. Malheureusement, quand j'ai vérifié, elle avait été supprimée. La police m'a assuré qu'ils feraient de leur mieux pour retrouver mon véhicule. J'ai pris un lift pour aller au travail et pour rentrer, et j'ai pu obtenir une voiture de location plus tard dans la journée grâce à l'assurance. Pendant les jours suivants, j'y pensais tout le temps, jusqu'à ce que finalement, je reçoive un appel m'informant que la police avait retrouvé mon véhicule. Il avait été abandonné, garé sur le côté de la route, à environ 20 miles de là. Heureusement, il n'avait subi aucun dommage. J'ai pu le récupérer, mais je ne pense pas que la police ait jamais découvert qui l'avait pris. Cette page Instagram était vraiment bizarre. Le sondage était-il un moyen de décider quelle voiture la personne allait voler? Et pourquoi publier ces choses sur Instagram de toute façon? Quoi qu'il en soit, j'espère que rien de tel ne se reproduira jamais. Je m'appelle Émilie et cela m'est arrivé au printemps 2022. À cette époque, je vivais seule dans un appartement et je travaillais en ville. J'ai une page Instagram avec quelques milliers d'abonnés. Je ne suis pas célèbre et je ne suis certainement pas un modèle Instagram, mais je poste assez fréquemment. Un soir, j'ai reçu un message texte de l'un de mes amis. C'était un lien vers une page Instagram et mon ami m'a dit « Ce n'est pas toi, n'est-ce pas ?» J'ai cliqué sur le profil et c'était un compte Instagram prétendant être moi, sauf qu'il n'utilisait pas mon nom, mais un autre. Ils avaient posté pas mal de photos qui étaient toutes les miennes. Je pense que le compte avait environ 100 publications et que cela durait depuis plusieurs mois. La plupart des photos étaient des photos que j'avais déjà publiées sur Instagram. Ils avaient aussi un nombre décent d'abonnés, je pense environ 500. Je ne pouvais pas y croire. Celui qui gérait ce compte faisait juste des captures d'écran de mes propres photos et les postait sur leur compte. Et il recevait plus de 100 likes. Personne ne semblait se rendre compte que toute la page était fausse.
J'ai regardé certains des commentaires et ils disaient des choses comme « Waouh, tu es magnifique ». En parcourant et en regardant plus de photos, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Certaines des photos de moi qu'ils avaient postées n'étaient pas sur ma page Instagram. C'étaient des photos que j'avais de moi-même, mais que je n'avais jamais postées. Ces photos étaient sur mon téléphone et je ne sais pas comment cette personne les avait obtenues. Les photos n'étaient pas mauvaises ou quoi que ce soit, mais je n'avais aucune idée de comment elles avaient pu les obtenir. J'ai envoyé un message direct à la page en demandant qui ils étaient et pourquoi ils volaient mon identité. Ensuite, j'ai signalé la page. Peu de temps après avoir envoyé le message, ils m'ont bloqué. J'en ai parlé à quelques-uns de mes amis et ils ont dit qu'ils signaleraient la page également. En quelques jours, la page a fini par être supprimée. J'étais contente qu'elle ait disparu, mais je me demandais toujours qui avait fait ça. Quelques jours après la suppression de la page, je suis sortie de mon appartement un matin et j'ai trouvé une note sur ma porte d'entrée. Elle était pliée sur un morceau de papier et scotchée à ma porte. En la regardant, j'ai réalisé qu'elle venait de la personne qui gérait la page Instagram. La note parlait de comment cette personne pouvait obtenir n'importe quelle information de moi qu'elle voulait. Elle divaguait aussi sur le fait que je devais me croire tellement cool parce que j'étais populaire et d'autres choses. En recevant cela, je suis allée directement à la police. Celui qui faisait cela savait où je vivais et semblait capable de pirater certains de mes comptes. Après avoir donné à la police toutes les informations que je pouvais, j'ai créé de nouveaux comptes pour presque tout ce que j'avais et j'ai changé mes mots de passe. Heureusement pour moi, j'ai déménagé de l'appartement quelques semaines plus tard parce que mon bail était terminé. Depuis cette expérience, rien d'autre d'étrange ne s'est produit, mais je ne sais toujours pas qui faisait cela. Ma théorie est que cela pourrait être un ancien camarade de classe du lycée qui ne m'aimait pas ou quelque chose du genre, ou bien cela pourrait être quelqu'un de totalement aléatoire, je ne sais vraiment pas. C'est une expérience folle que j'ai eue il y a plusieurs années. Je devrais mentionner que je suis une femme et que j'étais un jour dans un parc. C'était un parc de la ville que je traversais en revenant du travail. C'est un endroit assez vaste, dans une grande ville, donc il y a généralement beaucoup de monde. Alors que je marchais, à un moment donné, un homme a commencé à me suivre à travers le parc. Je l'ai remarqué quand je me suis arrêtée un moment pour regarder quelque chose et je l'ai vu traîner autour. Puis alors que je repartais, il a commencé à marcher derrière moi. Peu après, j'ai quitté le parc et suis arrivée sur un trottoir de la ville. J'attendais pour traverser la rue et je l'ai vu se tenir là, près de moi. Chaque fois que je regardais autour de moi, il semblait qu'il me regardait aussi. Jusqu'à présent, je ne savais pas avec certitude qu'il me suivait, mais je le soupçonnais. Je devais marcher environ 10 minutes de plus pour rentrer à mon appartement. Je vérifiais derrière moi de temps en temps et chaque fois que je le faisais, l'homme était toujours là, me suivant. C'était la première fois que quelque chose comme ça m'arrivait. Quand j'ai enfin atteint mon immeuble, il était peut-être à 6 mètres derrière moi. Je suis rapidement entrée et j'ai utilisé ma clé pour rentrer dans le bâtiment, puis j'ai fermé la porte derrière moi. Le gars n'est pas rentré. Je ne sais pas s'il a essayé ou s'il a simplement continué à marcher. En entrant, je me souvenais de son apparence. J'espérais ne plus jamais le revoir. Quelques heures plus tard, cette nuit-là, j'ai reçu une notification sur mon téléphone d'un nouvel abonné Instagram. En ouvrant l'application, j'ai vu qui était l'abonné. En voyant sa photo, c'était le même gars qui m'avait suivi. Je n'avais aucune idée de comment il connaissait mon nom ou avait trouvé mon profil. Après avoir vu cela, je l'ai bloqué. J'étais vraiment effrayée par la façon dont il m'avait trouvé. Le lendemain soir, alors que j'étais chez moi, dans mon appartement, j'ai reçu une autre notification Instagram. Le même gars avait suivi mon deuxième profil. J'avais un deuxième compte Instagram où je postais des choses plus aléatoires et qui n'étaient suivies que par mes amis les plus proches. Le compte était privé, mais il demandait à me suivre. Et ce compte était tellement privé que je n'utilisais même pas mon nom et je ne me suivais même pas moi-même avec. J'étais plus effrayée qu'autre chose en voyant qu'il l'avait trouvé. Je l'ai bloqué sur ce profil aussi. Seulement environ 30 minutes après cela, il y a eu un coup à ma porte. Je suis allée et j'ai regardé par le Judas. Le même gars était là. De toute évidence, il savait où je vivais. Je ne savais pas comment il savait quel appartement était le mien. Je n'allais même pas ouvrir la porte. Il a frappé de nouveau. Pendant environ 1 minute ou 2, je continuais de le surveiller, mais il ne partait pas. Il restait juste là. J'ai appelé la police et j'ai continué à observer. L'homme restait là comme s'il attendait à ce que je lui ouvre la porte. Parfois, il faisait les 100 pas, mais il revenait toujours juste devant ma porte. La police est arrivée en environ 10 minutes. Quand ils sont arrivés, l'homme était toujours là, debout devant ma porte. Je me souviens qu'ils lui ont parlé et je l'ai entendu prétendre qu'il devait être à la mauvaise adresse.
Il prétendait qu'il n'avait aucune idée de pourquoi quelqu'un aurait appelé la police et qu'il essayait de voir son ami Jason. Je pense que la police savait qu'il mentait. Ils lui ont essentiellement dit de me laisser tranquille et de ne pas revenir à l'immeuble. J'ai également parlé aux officiers et leur ai raconté ce qui s'était passé. Ils ont dit que s'ils revenaient, je devais les appeler à nouveau et heureusement, ils ne l'ont pas fait. Je ne l'ai jamais revu après cette nuit. Cela m'est arrivé lorsque j'étais à l'université pendant ma 2e année. J'habitais dans une petite maison que je partageais avec mon colocataire, Thomas. L'université où j'étudiais est assez grande, avec environ 20 000 étudiants. Cette histoire s'est déroulée au cours du 1er semestre. Un jour, j'ai vu sur Instagram que j'avais un nouvel abonné. J'ai cliqué sur le profil et c'était une fille nommée Rhonda. Elle avait les initiales de notre école dans son profil ainsi que ce qui semblait être son année de fin d'études. Elle était également suivie par 2 personnes que je connaissais de l'université. Pas vraiment des amis proches, mais des gars que je connaissais de vue et que je suivais. J'ai réalisé que Rhonda devait être à mon université, alors je l'ai suivie en retour. Sur son profil, elle n'avait pas beaucoup de photos, quelques selfies et des photos de son chien, c'est tout. Après l'avoir suivie, je n'y ai plus pensé. Quelques jours ont passé, puis un jour, j'ai remarqué que Rhonda avait aimé toutes mes photos sur Instagram. J'avais environ 40 publications, remontant jusqu'à mes premières années de lycée. Elle a aimé chaque photo, ce que j'ai trouvé très gentil, mais aussi un peu étrange et aléatoire. J'ai pensé qu'elle devait m'apprécier ou quelque chose comme ça. Elle n'a cependant fait aucun commentaire, ni envoyé de message. Quelques jours de plus ont passé, puis un soir, Thomas étudiait en classe et j'étais chez moi tout seul. Il y a eu un coup à la porte. Il était probablement environ 21h et je n'attendais personne et n'avais aucune idée de qui cela pouvait être. J'étais dans ma chambre, donc je n'ai pas très bien entendu le coup. Je me suis levée et suis sortie dans le couloir, puis j'ai entendu un autre coup. Je me suis rendu compte que les coups venaient de la porte arrière de la maison, pas de la porte d'entrée. C'était vraiment étrange. Je suis allée à la porte arrière et j'ai regardé par la fenêtre. Quand je l'ai fait, j'ai vu une fille debout, là, c'était Rhonda. Mais au début, je ne l'ai pas reconnue, car je n'avais vu que quelques selfies d'elle sur Instagram. Je ne pense pas l'avoir jamais vue en personne auparavant. Pendant que je me tenais près de la porte, elle a essayé de l'ouvrir. Alors j'ai ouvert la porte arrière et je lui ai dit bonjour. Je lui ai ensuite demandé ce qu'elle faisait ici. Elle m'a demandé si elle pouvait entrer. J'avais un mauvais pressentiment. Quelque chose en elle me mettait mal à l'aise. Peut-être le fait qu'elle soit venue sans prévenir à ma porte arrière à 21h. Et au fait, elle n'avait aucun moyen de savoir où j'habitais. Je lui ai demandé comment elle savait où j'habitais. Elle a simplement demandé à entrer de nouveau. Je ne voulais vraiment pas qu'elle entre, alors je lui ai dit que j'étais vraiment occupée avec mes devoirs et que je devais m'y remettre. Elle est restée là un moment, l'air déçue, puis elle a dit qu'elle allait juste partir, et elle est partie, visiblement en colère. J'étais content qu'elle parte, mais plus confus qu'autre chose. Après son départ, je suis retournée à l'intérieur et suis allée dans ma chambre. J'ai bloqué Rhonda sur Instagram. Je pensais qu'elle avait franchi une limite en se présentant ainsi sans prévenir. Quand Thomas est rentré, je lui ai demandé s'il connaissait Rhonda. Il a dit non. Je lui ai montré sa photo et il ne l'a toujours pas reconnue. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et il était tout aussi confus que moi. J'espérais peut-être qu'il la connaissait et qu'elle lui avait demandé l'adresse ou quelque chose comme ça, mais le fait qu'il ne la connaisse pas rendait la situation encore plus étrange et inquiétante. Le lendemain soir, je faisais une séance de devoirs tardive. J'avais des devoirs à rendre à 23h59 et j'étais en train de les terminer à la dernière minute. Il était probablement environ 23h30 et j'avais presque fini quand Thomas m'a appelé depuis le salon. Il était là en train de regarder la télé et m'a dit qu'il y avait une fille debout devant la porte. Je savais qui c'était. Je me suis levée et suis allée dans le salon. J'ai regardé par la porte d'entrée pour voir Rhonda debout, là. Elle n'a pas frappé à la porte ni rien. Elle semblait me remarquer, puis elle s'est tournée et est partie en courant. C'était la chose la plus effrayante de toutes. Je suis retournée finir mes devoirs, puis j'ai rejoint Thomas pour regarder la télé dans le salon. Nous avons continué à jeter des coups d'œil par les fenêtres pour voir si elle revenait, mais heureusement, elle ne l'a pas fait. Après cela, je ne l'ai jamais revue. Je me souviens avoir demandé à Thomas de la chercher sur Instagram quelques mois plus tard dans l'année scolaire. Elle avait quelques photos de plus et semblait encore fréquenter notre université. Je ne sais toujours pas ce qu'elle faisait. C'était vraiment un comportement étrange et inquiétant.
Cela s'est passé il y a 2 ans. Je suis une femme et je vis seule dans un appartement. Comme beaucoup de gens, j'ai une page Instagram sur laquelle je poste assez régulièrement. Je dirais que je poste en moyenne au moins 1 fois par mois. J'aime bien poster des photos sur Instagram, mais je sais qu'il faut parfois faire face à un bot ou à une personne louche. Jusqu'à ce que cela se produise, je n'avais jamais eu de mauvaises expériences. Un jour, j'ai ouvert l'application Instagram et j'ai vu que j'avais un message direct. C'était de la part d'un de mes abonnés, un gars nommé Tim. Je ne le connaissais pas et je ne le suivais pas non plus. Je ne sais pas depuis combien de temps il me suivait, mais il m'a envoyé un message me demandant si je pouvais venir traîner avec lui. J'ai trouvé cela un peu bizarre et je n'ai pas répondu. Je veux dire, il n'avait même pas entamé de conversation avec moi et je ne le connaissais pas. Il ne pouvait pas s'attendre sérieusement à ce que je dise oui, et en me basant sur sa photo de profil, il ne m'intéressait pas. Je pensais qu'il ne me recontacterait plus après cela, mais le lendemain, il m'a envoyé un autre message. Il m'a de nouveau demandé de sortir avec lui et a dit qu'il pouvait venir me chercher. Cette fois, j'ai répondu en disant non merci, mais je lui ai dit que j'appréciais l'offre. À ce moment-là, il devait comprendre que je n'étais pas intéressée. Tim a alors essayé de me convaincre, mais je l'ai ignoré. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi il m'envoyait ces messages, apparemment de nulle part. Le jour suivant, je n'ai reçu aucun autre message de sa part. J'ai pensé qu'il arrêterait de me contacter à ce moment-là. La nuit suivante, je suis allée faire des courses après le travail. J'allais faire des courses de temps en temps, quand j'en avais besoin. Je n'avais pas de routine particulière. J'étais dans le magasin pendant environ 20 minutes. Il devait être environ 20 heures. Après avoir terminé mes courses, je suis sortie vers ma voiture dans le parking. À ce moment-là, c'était plutôt calme, mais il y avait quelques personnes ici et là. Je suis arrivée jusqu'à ma voiture et j'ai vu qu'il y avait une voiture garée à côté de la mienne. J'ai commencé à mettre mes courses dans ma voiture quand la porte de la voiture à côté de moi s'est ouverte et un gars en est sorti. Je ne l'ai pas reconnu. Il semblait juste être un autre gars qui allait faire des courses, mais au lieu de se diriger vers le magasin, il s'est dirigé directement vers moi. Au début, j'étais confuse, mais il a ensuite dit mon nom et m'a demandé pourquoi je pensais pouvoir l'ignorer. J'ai réalisé que c'était Tim d'Instagram, et à ce moment-là, je l'ai reconnu à partir de sa photo. J'étais trop confuse pour dire quoi que ce soit. Il a dit qu'il était là maintenant et que nous étions ensemble, donc autant traîner. J'ai finalement parlé et lui ai demandé ce qu'il faisait et comment il savait que je serais là. Il a prétendu que c'était une coïncidence. J'ai fini de mettre mes courses dans ma voiture et j'ai dit que je devais rentrer chez moi. J'ai fermé mon coffre et essayé de contourner Tim pour atteindre la portière du conducteur, mais il m'a arrêté en me prenant par le bras. Il m'a dit de venir avec lui. Je lui ai demandé de me lâcher en lui disant qu'il me faisait mal, mais il a commencé à me tirer vers sa voiture. Il était beaucoup plus fort que moi et nous avons commencé à nous diriger vers sa voiture. J'ai alors commencé à crier aussi fort que je pouvais, en appelant à l'aide et en lui disant de me lâcher. Heureusement, il y avait quelques personnes qui se dirigeaient vers leur voiture dans le parking un peu plus loin. Ils ont remarqué ce qui se passait, et quand Tim a vu cela, il m'a lâché et m'a dit de me taire. J'ai immédiatement couru autour de ma voiture pour atteindre la portière du conducteur et suis entrée à l'intérieur. Tim m'a suivi, mais j'ai verrouillé la porte avant qu'il ne puisse entrer. Je n'ai pas perdu de temps et j'ai démarré rapidement. Tim a dû courir vers sa voiture et j'ai quitté le parking à toute vitesse. J'ai pris un autre magasin à proximité, hors de sa vue, puis j'ai pris quelques routes résidentielles aléatoires jusqu'à ce que je sois sûre qu'il ne me suivait pas. Ensuite, je suis rentrée chez moi. J'étais tellement concentrée sur le fait de ne pas le laisser me suivre que j'ai oublié d'appeler la police pendant un moment. Mais finalement, je l'ai fait. Je leur ai raconté tout ce qui s'était passé, mais quand j'ai regardé sur ma page Instagram, son compte avait disparu. Je pense qu'il l'avait supprimé. Depuis cette nuit-là, je n'ai plus jamais revu Tim, ni entendu parler de lui. Cela s'est passé après une longue et ennuyeuse journée à l'école. En rentrant chez moi, j'étais assez excitée car c'était la fin de semaine, on était vendredi, ce qui signifiait pas d'école le lendemain. En approchant de ma maison, j'ai remarqué que la porte du garage était ouverte et les lumières étaient allumées. Mon père était parti en voyage d'affaires ce même jour et je me suis dit qu'il avait peut-être dû partir précipitamment et avait oublié de fermer la porte. Je n'ai pas pensé plus que ça, j'ai éteint les lumières, fermé la porte du garage, je suis ensuite montée dans ma chambre pour jouer à des jeux. Ma mère était partie chez une amie pour une raison quelconque, donc j'avais la maison pour moi tout seul et il faisait nuit. Je suis allée à la cuisine pour préparer une boisson et j'ai vu que les lumières du garage étaient de nouveau allumées.
J'ai pensé que ma mère avait dû y aller pour une raison quelconque et elle avait dû laisser les lumières allumées, mais au fond de moi, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment d'inquiétude. Je suis retournée dans le garage et j'ai immédiatement vu que tous les tiroirs de l'atelier de mon père étaient ouverts et que beaucoup de ses outils traînaient par terre. Quelqu'un cherchait quelque chose chez nous. J'ai pensé que cela devait être ma mère, mais lorsqu'elle était brièvement passée à la maison plus tôt dans la soirée, je ne l'avais pas vue aller au garage et elle n'était pas restée longtemps non plus. Alors l'idée qu'un inconnu était chez nous m'est venue en tête. À ce stade, j'étais vraiment effrayée. Je n'ai vu personne d'autre dans le garage, alors je suis rentrée chez moi en veillant à bien verrouiller la porte derrière moi. J'ai décidé d'aller me poser devant la télé pour me changer les idées. Et c'est là que j'ai entendu la poignée de la porte qui menait au garage commencer à trembler violemment, comme si quelqu'un essayait d'ouvrir. Paniquée, je me suis levée du canapé et j'ai regardé la porte. Je ne savais pas quoi faire. Et après que la personne de l'autre côté n'ait pas réussi à l'ouvrir, la personne derrière la porte a crié très fort soudainement et elle s'est mise à frapper violemment la porte. J'ai pris peur et j'ai couru à l'étage pour prendre mon téléphone et j'ai décidé de sortir de la maison et appeler la police. Avec toute l'adrénaline qui circulait dans mon corps, je n'avais même pas remarqué que les bruits de martèlement en bas s'étaient arrêtés. En redescendant, je suis immédiatement dirigée vers la porte d'entrée. Pour cela, j'ai dû passer par le salon et en y repensant, j'ai eu beaucoup de chance à ce moment, car déjà j'aurais probablement dû passer par l'arrière, mais quand j'ai mis les pieds au salon, j'ai vu l'intrus. Il se trouvait là, c'était un homme très grand, tenant une hache qu'il avait prise dans l'atelier de mon père. L'homme me tournait le dos et semblait fouiller derrière un fauteuil dans le coin du salon. Je suppose qu'avec le bruit de la télévision, il n'avait pas entendu que j'étais derrière lui. Je n'ai pas remonté les escaliers, ce qui aurait été stupide honnêtement. J'ai juste fait demi-tour et je me suis précipitée vers la porte arrière. Après avoir couru sur une courte distance, j'ai appelé la police pour signaler l'incident. Ils m'ont informé qu'ils arriveraient en 5 minutes et effectivement, ils sont arrivés très vite. Entre-temps, je suis allée chez mon voisin. C'était un bon ami de mon père et j'ai juste attendu là-bas jusqu'à l'arrivée de la police. Pour faire court, les agents ont fouillé toute la maison et comme je le craignais, l'homme avait eu le temps de partir et il avait disparu. Ils ont découvert que l'intrus avait fracassé la porte du garage avec la hache. C'était une porte assez fragile et il lui aurait fallu quelques bons coups pour la briser. J'ai appelé ma mère qui est revenue dès qu'elle a entendu parler de l'incident. Elle m'a serré fort dans ses bras et elle était reconnaissante qu'il ne me soit rien arrivé. Honnêtement, je ne sais pas si mon père avait oublié de fermer la porte du garage ou si l'intrus l'avait ouverte lui-même, mais quoi qu'il en soit, chaque fois que vous quittez votre maison, vérifiez toujours que vos portes soient bien verrouillées, sécurisées, car honnêtement, on vit dans un monde effrayant. Pour donner un peu de contexte, j'habite dans une maison située en face d'une impasse. Au-delà de l'impasse, il y a l'entrée d'une forêt qui s'étend sur des kilomètres. Les bois sont assez denses en termes d'arbres et de buissons, et quand j'étais plus jeune, j'aimais bien aller faire du vélo ou de la trottinette sur les différents sentiers à travers la forêt, et je revenais à la maison, car c'était plutôt rapide, c'était une courte distance. Il y avait une petite pente descendante, je me souviens, et un jour, quand j'avais peut-être 7 ou 8 ans, je descendais la rue à vélo en direction de l'impasse. Il y avait plusieurs ouvertures au bout de l'impasse d'où on pouvait clairement voir la forêt depuis la rue, et j'étais distrait par quelqu'un qui se tenait dans les bois au loin. Je faisais pas attention et j'ai accidentellement percuté une petite voiture garée devant l'une des maisons. C'était un peu gênant, mais heureusement, je n'étais pas blessée et mon vélo non plus. Ce qui a suivi, par contre, était plutôt inquiétant. La personne commença à faire les 100 pas frénétiquement, comme si elle essayait de décider de faire quelque chose. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que cette personne portait ce qui ressemblait à un imperméable noir. La personne n'avait pas sa capuche, donc je pouvais clairement voir sa tête. C'est là que j'ai vu que c'était un homme d'âge moyen, chauve. Il avait une barbe, je ne suis pas certain, mais je pense qu'il se parlait à lui-même, tout seul. J'étais un peu perturbée, alors je me suis cachée derrière la voiture que j'avais percutée, ne levant la tête que juste assez pour voir ce qui se passait. Et c'est là que j'ai vu quelque chose dans sa main qui semblait briller à chaque fois qu'il passait sous un rayon de lumière. J'ai réalisé qu'après que c'était un couteau, et d'où j'étais, je pouvais voir que le couteau semblait être taché de rouge.
J'ai ramassé mon vélo et j'étais sur le point de retourner directement chez moi quand j'ai jeté un dernier coup d'œil vers l'homme. Et là, je me suis figée. L'homme avait cessé de faire les 100 pas et il regardait dans ma direction. Pris de panique, je me suis baissée derrière la voiture, laissant tomber mon vélo qui a fait un bruit métallique. Ne sachant pas quoi faire, j'ai attendu environ 30 secondes avant de rejeter un coup d'œil derrière la voiture et la personne était toujours là, me fixant du regard. Soudainement, l'homme a commencé à courir vers moi en poussant un cri, suivi d'un autre cri que je n'oublierai jamais tant que je suis vivant, tellement qu'il m'a fait peur. J'ai sauté sur mon vélo, j'ai commencé à pédaler vers ma maison aussi vite que possible, et en arrivant au bout de la rue, je me suis retournée une fois, et j'ai vu le fou retourner dans les bois. En rentrant pour le dîner, je n'ai rien dit à mes parents ni à ma sœur. J'avais peur qu'ils ne me laissent plus jamais aller dans cette impasse et dans les bois, donc en tant qu'enfant stupide, cela me semblait plus important que ma propre sécurité. Bon, ça fait environ 10 ans que ça s'est produit et on vit toujours dans la même maison, mais je vous rassure, il n'y a eu aucun autre incident similaire. Nous n'avons entendu parler d'aucun enlèvement ni de meurtre dans la région au cours de la dernière décennie, donc je ne suis même pas sûre que la personne qui était là-bas était un meurtrier ou même de ce qu'elle faisait. Peut-être qu'il s'agissait d'un déséquilibré mental non soigné ou d'un drogué enragé. Vraiment, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, je suis contente de ne pas l'avoir rencontré de plus près avec son couteau. J'avais l'habitude de sortir avec un gars qui s'appelait Jay. Je l'avais rencontré grâce à des amis en commun, et au début, tout allait bien entre nous, mais il y avait quelque chose chez lui que je ne parvenais pas à cerner. Jay semblait apparaître dans les endroits où je me trouvais, sans aucune explication, sans aucune planification non plus, et ça nous est arrivé plus d'une fois, au point que j'avais l'impression d'être suivie par mon propre petit ami. Il dégageait une certaine aura plutôt étrange, qui aurait dû mettre en garde n'importe qui contre le fait de sortir avec lui, mais pour être honnête, je n'étais pas dans une très bonne période de ma vie à ce moment-là. J'avais un problème d'addiction et j'avais une très basse estime de moi-même. Jay savait tout ça, alors quand il m'a demandé de sortir avec lui, j'ai simplement accepté. On a fini par sortir ensemble pendant environ 2 ans. À mi-chemin de la relation, il est allé en prison et j'ai dû retourner vivre chez mes parents. Lorsque je faisais les 2 heures de route pour lui rendre visite, j'ai commencé à remarquer que sa personnalité s'était détériorée. Il était devenu très possessif et visiblement plus mal à l'aise dans sa peau. Les moments où je ne pouvais pas être là, car je ne pouvais pas faire cette route tout le temps pour le voir, semblaient le pousser de plus en plus près de son point de rupture. Vous savez, le point où vous savez que la personne va craquer. Et je pense que quelque chose lui est arrivé en prison pour en arriver à là. Quand il a finalement été libéré, j'ai fini par emménager de nouveau avec lui, et c'est à ce moment-là qu'il a sombré dans la drogue dure. Un soir, nous avions des amis à la maison, et il en faisait vraiment trop, si vous voyez ce que je veux dire, du genre, il semblait partir dans son propre monde, et même lorsque nos amis sont partis, il n'a même pas semblé remarquer ou se soucier de moi. Je suis montée me coucher pendant qu'il restait en bas, je me suis allongée dans le lit, et peu de temps après, je me suis endormie. Mais là, soudain, tout mon corps s'est mis à trembler. J'ai ouvert les yeux, et j'ai vu Jay qui me secouait violemment. Je l'ai regardé et j'ai immédiatement été terrifiée. Ses yeux étaient injectés de sang et il haletait comme un chien enragé. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Et lui, tout ce qu'il avait à la bouche, c'était « Où est-ce que tu l'as mise ? Où est-ce que tu l'as mise ?» Je lui ai alors demandé de quoi il parlait et cela a semblé l'avoir énervé davantage. « Où est-ce que tu l'as mise ? Où est-ce que tu l'as mise ?» m'a-t-il répété plus agressivement. À ce moment-là, ma peur initiale avait passé et j'étais devenue très agacée par la situation. Je lui ai dit que je ne savais pas de quoi il parlait et je suis retournée dans le lit et j'ai essayé de me rendormir. Il est redescendu et la première chose que j'ai entendue, c'est du verre se briser et des objets être jetés. Je me suis levée pour voir ce qui se passait et Jay est remonté en trombe, me jetant au sol et m'immobilisant par terre. Pour vous dire, je mesure 1m65 pour 60 kg et lui mesurait 1m95 pour presque 90 kg. J'avais mon téléphone dans la main et il me l'a arraché. À ce moment-là, j'étais plus que terrifiée.
C'était comme si quelque chose d'étranger avait pris possession de lui. Il me regardait comme un lion fixant sa proie. Il a plongé ses yeux dans les miens et après un long silence, il a dit « Tu ne dis rien à personne. Ton téléphone, ils peuvent le tracer. Tout le monde sait que tu es ici. Ils ne doivent pas savoir que tu es ici. » À ce moment-là, j'ai commencé à me débattre pour essayer de m'éloigner de lui et il m'a serré encore plus fort et m'a dit 3 mots que je n'oublierai jamais. « J'ai tué quelqu'un. » Après quelques secondes, il m'a soudainement lâché, il a éclaté en sanglots et il s'est mis à courir pour s'enfuir. J'ai mis des vêtements, je me suis précipitée hors de la maison, courant aussi vite que je pouvais vers ma voiture. Quand je suis montée dans la voiture et tourné la clé, j'ai jeté un coup d'œil et je l'ai vu courir sur moi. J'ai crié et avant de pouvoir mettre la voiture en marche arrière pour sortir de l'allée, il a ouvert le capot de ma voiture et a retiré quelque chose du moteur. À ce point, j'ai réalisé que j'avais laissé mon téléphone dans la maison et une fois qu'il avait fini de faire je ne sais quoi dans le moteur, il avait bidouillé quelque chose dans la voiture, il a fermé le capot et il est reparti, emportant avec lui ce qu'il venait de prendre. Je suis restée assise dans la voiture, incertaine de ce que je devais faire car je ne savais même pas ce qu'il avait fait, si c'était un élément important de la voiture. Je ne savais pas si je pouvais prendre la route. Ce que je pouvais, par contre, c'était le voir à travers la fenêtre du rez-de-chaussée et il regardait partout. Il cherchait quelque chose, Dieu sait quoi. Il était tellement concentré à me garder avec lui et à trouver ce qu'il cherchait. Et en le voyant dans cet état et me retrouvant dans cette situation, j'ai cédé et j'ai été en larmes. J'ai juste décidé de m'enfuir à pied. Les voisins étaient proches et tout ce que j'avais à faire, c'était me rendre rapidement à la maison voisine. J'ai attendu que Jay soit hors de ma vue et j'ai ouvert la porte de la voiture et je me suis élancée. Alors que je courais, j'ai entendu des bruits de pas derrière moi. Je me suis retournée et là je l'ai vu me poursuivre, ses yeux injectés de sang fixés sur moi. Je criais pour ma vie à ce moment. J'ai couru vers les voisins, j'ai tambouriné à leur porte et quand ils ont ouvert, je me suis précipitée à l'intérieur sans leur dire qu'est-ce qu'il se passait et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Je me suis préparée à ce que Jay se jette contre la porte, mais heureusement il ne l'a pas fait. J'ai regardé par le Judas et il n'était plus là, il n'était nulle part en vue. Les voisins m'ont laissé utiliser leur téléphone et j'ai appelé mes parents pour qu'ils viennent me chercher. J'ai laissé mes affaires et mon téléphone chez Jay et techniquement la voiture que j'utilisais était à son nom, donc je l'ai laissée aussi. Je n'ai plus jamais parlé à Jay après cette soirée. Et rien qu'en repensant à ses yeux injectés de sang qui me fixaient d'une manière presque animale, la façon dont il m'a pourchassée ce soir-là, tout ça me fait froid dans le dos. Cela a été le réveil dont j'avais besoin pour me reprendre en main, car j'ai appelé la police et je leur ai dit ce qu'ils m'avaient dit, mais je n'ai jamais eu de retour par rapport à ma déposition. Je suppose que c'était peut-être juste les drogues qui l'ont fait dire des choses, mais je pense que si j'étais restée avec lui, Dieu sait ce qui aurait pu m'arriver. Ma famille avait planifié un voyage d'été pour rendre visite à ma tante et à mon jeune cousin Fred, qui avait 13 ans à l'époque. La maison de ma tante est une paisible demeure campagnarde entourée de champs et de chemins de terre. C'était assez tranquille, il y avait des porches à l'avant et à l'arrière de la maison, ça lui donnait un aspect authentiquement rural. Malgré la beauté de la campagne environnante, Fred et moi nous sommes rapidement ennuyés. Le soleil commençait à se coucher, la lumière diminuait et la température était parfaite pour sortir faire une balade. Fred et moi avons décidé de profiter de ce moment. On s'est dit que ça pouvait être sympa de s'éclipser à travers le champ derrière la maison. Le champ se terminait sur un chemin de terre. On a donc marché pendant environ 1 kilomètre et on a pu voir des lumières tamisées, celles du parking d'une petite usine de mise en conserve. À l'odeur, j'ai deviné qu'il devait probablement mettre en conserve des cacahuètes. Nous nous sommes approchés à l'arrière de l'usine où les camions de livraison étaient garés pour la nuit. Et là, on a vu que les camions étaient du type la double porte à l'arrière et il suffisait d'en ouvrir une pour entrer dedans. Comme on s'ennuyait, on a décidé d'aller à l'arrière de l'un de ces camions et Fred a tiré sur la porte qui était étonnamment déverrouillée. Nous sommes montés à l'intérieur du camion, il faisait sombre et c'était vide. On s'est dit que ça allait être marrant, on voulait juste faire quelque chose.
Je ne sais pas pourquoi, mais sur le moment, je trouvais ça drôle de fermer la seconde porte sur nous. Rassurez-vous, je ne l'ai pas fermée complètement. J'ai laissé une petite fente pour qu'un peu de lumière passe. Heureusement, en plus, j'avais mon téléphone portable avec moi et je pouvais utiliser le flash pour nous éclairer. Bien sûr, comme tout adolescent idiot, on a pensé qu'il serait cool de graver nos initiales à l'arrière du camion. Bref, je vous passe les détails, mais après nous être amusés et alors que nous étions sur le point de sortir du camion, Fred a aperçu quelqu'un à travers l'ouverture de la porte. Il s'est figé, me laissant ainsi la chance de regarder aussi, et là, je pouvais voir une silhouette traversant le parking en direction opposée du camion. Je pensais que ça devait être un agent de sécurité. Fred a commencé à paniquer, il s'est mis à hyperventiler. L'homme devait l'avoir entendu car à ce moment-là, il s'est retourné vers le camion et a commencé à marcher dans notre direction. J'ai mis ma main sur la bouche de Fred et on s'est accroupi contre la porte fermée. Ma tête était plaquée contre la porte avec un œil regardant à travers la petite fente. L'homme se tenait maintenant juste devant l'ouverture entre les portes, à quelques pas de nous. Comment il n'a pas ouvert la porte, je ne le saurai jamais. En tout cas, il a regardé à travers l'ouverture. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. Je pouvais voir ses dents pourries alors qu'il ouvrait la bouche et toussait. Et miraculeusement, l'homme n'a pas touché la porte, il ne l'a pas refermée. Il s'est juste retourné et a commencé à marcher vers l'usine. C'est alors que Fred et moi avons pris la fuite. Avec un bruit sourd, les pieds de mon cousin ont touché le béton avant que je ne saute à mon tour. On a tous les deux vu l'homme effrayant qui se tenait à une courte distance cette fois. Il portait ensuite un capuche noire et un jean déchiré. Il avait une grande cicatrice sur le visage, de sa bouche à son œil droit, et je pouvais voir ses dents cassées, même de loin. Son apparence était si inquiétante que je ne l'ai jamais oublié jusqu'à ce jour. Je suis descendue du camion et c'est à ce moment-là que l'homme a sorti un couteau. Avant même que je puisse dire « Cours Fred, cours !» Fred était déjà parti comme une flèche, il m'avait abandonné. Je ne savais pas que Fred pouvait courir si vite d'ailleurs. Il m'avait juste laissé derrière, mais heureusement, j'étais plutôt endurant. J'ai alors pris mes jambes à mon cou et l'homme s'est lancé à ma poursuite. Je pouvais l'entendre grogner et hurler des injures derrière moi. Nous nous sommes dirigés vers les champs et il ne nous a pas fallu longtemps avant de voir les lumières de la maison de ma tante au loin. J'ai jeté un dernier coup d'œil derrière moi et tout ce que je pouvais voir était une silhouette sombre, encapuchonnée, se tenant parmi les autres herbes, nous observant nous enfuir. Même s'il faisait nettement plus sombre, je jure que je pouvais voir le sourire dérangé de l'homme sous sa capuche. Vraiment, c'était flippant. Nous avons atteint l'arrière du porche de la maison. Fred était haletant de peur. Nous avons raconté toute l'histoire à notre famille en omettant la partie où nous étions à l'arrière du camion pour des raisons évidentes. Ma tante a appelé la police et après environ une demi-heure, un agent est arrivé. Ils ont trouvé l'homme au couteau et il s'avère qu'il était un ancien employé de l'usine renvoyé en raison de ses graves problèmes mentaux et depuis, on ne sait pas ce qu'il comptait faire. Nous n'avons jamais eu de suite, mais ce qui est sûr, c'est que depuis, je ne sors jamais après la tombée de la nuit sans être armée. Qui sait ce qui serait arrivé si ce fou avait ouvert ses portes et nous avait trouvés là, tous les deux. Mon histoire s'est déroulée pendant le printemps 1999. J'avais 16 ans à l'époque, ma famille a déménagé dans une petite ville de montagne du Colorado et il n'y avait pas beaucoup de jeunes là-bas. Je suis rapidement devenue amie avec le seul autre garçon de mon âge vivant à proximité, il s'appelait Kyle. Un soir, peu avant le début de l'été, Kyle et moi errions dans les bois et on avait trouvé une rivière assez étroite traversant la propriété. Étant des adolescents en quête d'amusement et de risque, notre première réaction fut de sauter dedans, de nager à contre-courant. Nous avons donc continué à nager jusqu'au coucher du soleil, mais au lieu de rentrer, nous nous sommes assis sur la berge et on a continué à nager. Après environ 10 minutes, Kyle est devenu très silencieux et il m'a fait un petit signe pour me dire de venir près de lui. Quand j'étais à portée de main, il m'a chuchoté « Regarde par-dessus mon épaule vers la lisière des arbres. Je pense que quelqu'un est là, en train de faire les 100 pas, mais je ne suis pas sûre. » J'aurais immédiatement écarté ses paroles comme une peur injustifiée, mais là j'entendais la véritable inquiétude dans sa voix et ça m'a fait hésiter, j'ai alors vérifié. J'ai jeté un coup d'œil là où il avait indiqué et j'ai scruté la lisière des arbres pendant quelques secondes angoissantes, mais je n'ai rien vu.
il n'y avait rien. J'ai dit quelque chose du genre « Oh t'inquiète, c'est soit un animal, c'est soit des ombres mec. Personne n'a affaire ici, et je doute que quiconque connaisse cette partie de la rivière. » Cela n'a pas du tout rassuré Kyle. Il s'est retourné, et à nouveau, il m'a dit de regarder la lisière des arbres. Pendant un moment, il y eut un silence complet. « T'as entendu ça ?» Je lui ai dit que je n'avais rien entendu. Kyle m'a demandé si j'irais avec lui jusqu'à la berge pour voir s'il y avait vraiment quelque chose. Je lui ai dit que si nous sortions, nous ne voudrions plus y retourner et que j'avais envie de nager encore un peu. Kyle n'a pas répondu et il a nagé tout seul jusqu'à la berge pour sortir de l'eau. J'ai continué à nager, ignorant complètement le danger potentiel de plonger dans l'obscurité et risquant de me heurter à une pierre cachée. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé là avant que je commence à me sentir très seule. En tout cas, je me suis retournée vers la berge au bout d'un moment et j'ai cherché Kyle, mais il n'était nulle part. Les 2 lampes de poche étaient toujours posées sur le sable, près de nos chaussures. J'ai appelé Kyle en sortant de l'eau, mais il ne répondait pas. J'ai pris ma lampe de poche et j'ai scanné les arbres avec le faisceau de lumière. J'ai encore une fois appelé Kyle, convaincu qu'il me faisait un prank ou une blague, mais il ne me répondait toujours pas. Silence radio. Prudemment, j'ai fait quelques pas vers les bois. J'allais assez lentement vers l'endroit que Kyle avait indiqué plus tôt, et j'étais sur le point d'appeler son nom à nouveau quand je l'ai aperçu. Il se tenait, tournant le dos à moi à plusieurs mètres, regardant plus profondément dans la forêt. Je me suis approchée de lui, mais il ne s'est pas tourné vers moi. En m'approchant, je lui ai dit au loin un truc du genre « Kyle, tu m'entends ? Pourquoi tu me réponds pas ?» J'ai tendu la main pour lui toucher l'épaule, mais avant que je ne puisse le faire, il a lentement levé une main et pointé un doigt, tremblant, vers les ombres. « Tu vois ça ? C'est quoi ça ?» En dirigeant la lampe vers son visage, j'ai vu qu'il était blanc comme un linge et ses yeux étaient écarquillés comme des couvercles de canalisation. Une goutte de sang coulait de son nez. J'ai dirigé la lumière dans la direction qu'il indiquait et j'ai demandé ce que c'était. Le temps semblait s'arrêter. Le faisceau de ma lampe a attrapé une paire de jambes en pantalon sombre et mon cœur a raté un battement. La lampe paraissait incroyablement lourde à ce moment-là, et dans d'autres circonstances, j'aurais immédiatement remonté la lampe pour voir ce que je venais de voir. Mais tout ce que je pouvais faire, c'était lever lentement mon bras, comme si je luttais contre la gravité. Il était devenu soudainement très lourd. Les jambes continuaient de monter, puis le torse apparut. Quand la lampe atteignit le menton de la personne, j'ai vu un sourire large et flippant. C'était le visage le plus terrifiant que j'avais jamais vu. J'ai lâché ma lampe de poche et j'ai heurté Kyle sans le vouloir. On est tombés tous les deux par terre et j'ai crié pour qu'il court avec moi. Je suis partie comme un fou en redescendant la rivière et en reprenant le chemin que nous avions emprunté plus tôt, abandonnant tout, y compris mon ami. Je ne sais plus combien de fois j'ai trébuché en courant, au moins 6 honnêtement, peut-être 10, mais je continuais de me relever à chaque fois et de courir, utilisant seulement la lumière des étoiles à travers les branches et la lueur distante des lumières intérieures de ma maison pour me guider. Dans la panique, je ne disais rien à Kyle, certain de l'entendre à quelques pas derrière moi, faisant autant de bruit que moi d'ailleurs. Je me suis précipitée à travers la porte du garage dans la cuisine, criant comme un fou. Mes bras et mon visage étaient meurtris et ensanglantés car ils avaient été égratignés dans la course. Et à un moment donné, j'avais même perdu une chaussure, mais je ne l'avais même pas remarqué tellement que j'étais flippée. J'ai crié à mes parents d'appeler la police, je me suis retournée pour chercher Kyle, et j'ai vu qu'il n'était pas là. Supposant qu'il était rentré chez lui, j'ai demandé à mes parents d'appeler les siens. Quand la police est arrivée, je tremblais tellement qu'ils pensaient que j'étais en train de faire une overdose, et soudain on a reçu un appel des parents de Kyle vérifiant s'il était chez nous. La police a rappelé une équipe. Il y avait une équipe de chiens et des hommes supplémentaires pour ratisser la zone. Ils ont trouvé nos affaires près de la rivière, mais aucune trace de Kyle ni de l'inconnu.
Les recherches ont duré des jours, qui sont devenus des semaines et puis des mois. Au final, on n'a jamais retrouvé Kyle. À ce jour, il n'a jamais été revu. Il y a eu une couverture médiatique à l'époque, mais dans une petite ville où les gens se perdent souvent dans les bois, je ne sais pas jusqu'où l'histoire s'est répandue. Ce qui est probablement le plus déchirant, c'est que la famille de Kyle est toujours sans réponse. Je vis avec cette culpabilité de sa disparition chaque jour. Je doute de jamais me pardonner de ne pas avoir vérifié s'il était bien derrière moi quand je courais. Encore aujourd'hui, je suis sûre d'avoir entendu des bruits de pas derrière moi quand je courais. Mais je ne sais pas à quel moment il s'est arrêté ou si la chose l'a attrapé. Et puis d'ailleurs, une autre pensée m'a traversé l'esprit de nombreuses fois. Et si ce n'était pas Kyle que j'entendais derrière moi? Et si la chose avait réussi à m'attraper?